Caleb Morrow avait traversé une centaine de villes en ruine sans s'arrêter. Il s'était dit que celle-ci ne serait pas différente. Puis il l'a vue. Une petite fille, pas plus de 7 ans, qui se tenait seule dans les cendres et la fumée de ce qui avait été une maison. Ses yeux étaient grands ouverts et complètement immobiles. Elle était aveugle, et elle serrait contre sa poitrine, dans ses bras frêles, une boîte en bois scellée par une corde, comme un objet sacré. L'ourlet de sa robe était brûlé. Ses pieds nus reposaient dans la poussière. Personne à Redstone ne s'était arrêté. Personne n'avait même ralenti. Caleb s'est arrêté. Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et suivez-la jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Maintenant, commençons. La fumée montait encore lorsque Caleb Morrow a arrêté son cheval sur le bord de la route. Il chevauchait depuis avant le lever du soleil et son plan était simple. Traverser Redstone, acheter un sac d'avoine et continuer sa route. Il n'avait rien à faire dans cette ville. Il n'avait rien à faire nulle part. Et c'est ainsi qu'il préférait les choses. Un homme sans racines ne pouvait pas être déraciné. Mais la fillette l'a stoppé net. Elle se tenait au bord de ce qui avait été une clôture, une main posée à plat contre un poteau calciné, l'autre bras berçant une boîte en bois contre ses côtes. Elle ne pleurait pas. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle se tenait juste là, les yeux ouverts, le visage légèrement tourné vers le ciel, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Caleb l'a observé un instant depuis la route. Personne d'autre ne regardait. Une charrette est passée sans ralentir. Un cavalier a jeté un coup d'œil et a continué son chemin. 2 femmes marchant de l'autre côté de la route ont regardé une fois, puis ont détourné le regard. Caleb est descendu de son cheval. Ses bottes ont heurté la terre et la tête de la fillette s'est immédiatement tournée vers le bruit. « Qui est là ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne, sans savoir encore si c'était une bonne chose. « Personne d'important, » a dit Caleb. Il a gardé sa voix basse et calme. « Je m'appelle Caleb. Je ne fais que passer. »« Vous vous êtes arrêté, » a-t-elle dit. « Oui. » Personne d'autre ne s'est arrêté. Il n'avait pas de réponse à cela, alors il n'en a pas donné. Il a fait 2 pas lents vers elle et s'est accroupi, pour que sa voix ne vienne pas d'au-dessus de sa tête. Quelque chose lui disait qu'elle avait passé assez de temps avec des gens qui la dominaient. « Es-tu blessé ?» a-t-il demandé. La fillette a secoué la tête. « Je m'appelle Grace. »« Grace, » a-t-il répété. « C'est ta maison. » Elle a tourné son visage vers la fumée. Même sans la vue, elle semblait savoir exactement où elle se trouvait. « C'était, » a-t-elle dit doucement. « Ça ne l'est plus. » Caleb a regardé les ruines. La structure avait disparu. Les murs s'étaient effondrés vers l'intérieur. Le feu qui l'avait ravagé avait été intense et rapide. Le genre de feu qui ne démarre pas par accident. « Où est ta famille, Grace? »« Maman est allée en ville, » a-t-elle dit. Elle est allée chercher le shérif. Quelque chose a remué dans la poitrine de Caleb à ce moment-là. Un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer tout de suite. Il avait appris au fil des ans à prêter attention à ce sentiment. Il lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Quand est-elle partie? « Ce matin, » a dit Grace, « avant que les hommes n'arrivent. » Caleb s'est immobilisé. « Quels hommes? » Grace a resserré son étreinte sur la boîte en bois. Ses jointures sont devenues pâles. « Ceux qui l'ont brûlé, » a-t-elle dit simplement, comme si c'était un fait avec lequel elle avait déjà fait la paix. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? » Non, elle a fait une pause. « Ils ne m'ont pas vu. J'étais dans la cave à légumes. C'est Henry qui m'y a mise. »« Henry? » ?»« Mon frère. » Son menton s'est légèrement relevé. « Il a 10 ans. Il m'a dit de ne pas faire de bruit et de ne pas sortir avant que tout soit calme. Alors je ne l'ai pas fait. » Caleb a de nouveau regardé les ruines. Où est Henry maintenant? Pour la première fois, quelque chose a changé sur le visage de la fillette, juste pour une seconde. « Il est parti à leur poursuite, » a-t-elle murmuré. « Il a dit qu'il reviendrait tout de suite. » Le silence qui a suivi cette phrase était de ceux qui ont un poids. Caleb s'est relevé lentement. Il a regardé la route dans les 2 directions. La ville de Redstone se trouvait à un demi-mile à l'est, visible comme un amas de toits, et le clocher d'une église se découpant sur le ciel pâle du matin. À l'ouest, rien que des terres ouvertes et la forme bleue des collines au loin. « Grace, » a-t-il dit prudemment, « il y a combien de temps qu'Henry est parti? »
La fillette est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, longtemps. Caleb a expiré lentement par le nez. Il a regardé la boîte dans ses bras. Qu'est-ce que tu tiens là? Grace l'a serré plus fort. C'est ta papa, a-t-elle dit. C'est ton papa qui te l'a donné? Non. Une pause. Il l'a donné à ma maman, mais maman l'a caché. Je l'ai trouvé dans la cave pendant que j'attendais. Elle a tourné son visage vers lui, et bien que ses yeux ne voient rien, son expression était parfaitement claire. Je n'allais pas la leur laisser. Caleb a regardé la boîte. Du vieux bois, une corde pour la lier. Pas de serrure visible, mais le nœud était fait d'une manière qui suggérait que celui qui l'avait fermé ne voulait pas qu'on l'ouvre à la hâte. Fille intelligente, a-t-il dit. Grace n'a pas vraiment souri, mais quelque chose autour de sa bouche s'est adouci. Papa disait que l'intelligence vaut mieux que la beauté. Elle a ajouté, il disait que la beauté se fane, l'intelligence te garde en vie. Ton papa avait l'air d'être un homme sage. Il l'était. Le passé, simple et certain, la façon dont les enfants énoncent des choses insupportables. Ils l'ont tué il y a 2 ans. Caleb n'a rien dit pendant un moment, puis doucement, « Je suis désolé. » Le shérif a dit que c'était un accident. La voix de Grace était maintenant plate. Maman ne le croit pas, moi non plus. Avant que Caleb ne puisse répondre, il l'a entendu. Des bruits de sabots venant de la ville. Rapide, plus d'un cheval. Il s'est redressé et s'est retourné. 2 cavaliers arrivaient à vive allure sur la route. Ils ont ralenti en le voyant debout au bord de la propriété incendiée. L'un d'eux, un homme large avec un insigne de shérif adjoint qui captait la lumière, a levé la main et ils se sont tous 2 arrêtés juste avant la clôture. « Bonjour », a lancé l'adjoint. Ses yeux sont passés de Caleb à Grace, puis de nouveau à Caleb. « Vous êtes un ami de la famille? »« Juste un voyageur, » a dit Caleb. « Je me suis arrêté quand j'ai vu l'enfant seul. » Le regard de l'adjoint s'est posé sur la boîte dans les bras de Grace. Quelque chose dans son expression a changé. À peine, juste assez. « C'est dommage pour l'incendie, » a-t-il dit. « Des accidents comme ça arrive par ici. »« C'est vrai, » a dit Caleb. « Madame Callahan est de retour au bureau du shérif. » L'adjoint s'est légèrement penché en avant sur sa selle. « Nous sommes venus chercher la petite fille pour la mettre en sécurité. » Grace a bougé, pas vers eux, loin d'eux. Elle a fait un pas en arrière et s'est pressée contre la jambe de Caleb sans même s'en rendre compte. Caleb a baissé les yeux sur elle, puis a de nouveau regardé l'adjoint. « C'est très gentil de votre part, » a-t-il dit, « mais je vais l'amener moi-même pour m'assurer qu'elle arrive en toute sécurité. » La mâchoire de l'adjoint s'est crispée. « Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez. »« Je comprends très bien, » a dit Caleb. Sa voix n'avait pas changé. Toujours calme, toujours égale. « Sa mère est en ville. J'amènerai la fille à sa mère. Fin de l'histoire. » Les 2 hommes se sont regardés, puis l'adjoint a fait faire demi-tour à son cheval. « Comme vous voudrez, » a-t-il dit. Mais sa voix n'avait pas l'air d'en avoir fini. C'était la voix d'un homme qui classait l'affaire pour plus tard. Ils sont repartis vers la ville sans se presser, comme s'ils voulaient être vus en partant. Caleb les a regardés jusqu'à ce qu'ils soient à une centaine de mètres sur la route. Puis il a baissé les yeux sur Grace. « Ça va? »« Je ne connais pas ces hommes, » a-t-elle dit. « Non. Ce sont les hommes de l'adjoint Cole, » a-t-elle dit doucement. « Je connais leur voix. Maman m'a dit de me souvenir des voix. Maman intelligente. »« Elle l'est, » a dit Grace. Et puis, après une pause, « S'il vous plaît, ne m'emmenez pas au bureau du shérif. » Caleb s'est de nouveau accroupi devant elle. « Pourquoi pas? »« Parce que c'est là qu'ils ont emmené papa, » a-t-elle dit. « La nuit avant qu'on le retrouve mort. » Les mots sont tombés, durs et nets, comme le fait toujours la vérité d'un enfant, sans fioriture, sans adoucissement. Juste le fait, énoncé simplement et laissé en suspens. Caleb l'a regardé un long moment, puis il a dit « D'accord. » Grace a expiré, son étreinte sur la boîte s'est légèrement relâchée. « Nous trouverons ta mère, » a dit Caleb, « mais pas au bureau du shérif. » Il s'est levé, a pris les rênes de son cheval et ils ont commencé à marcher. Grace marchait à ses côtés, une petite main posée légèrement sur son coude sans qu'on le lui demande, naviguant sur le sol inégal avec une confiance qui lui disait qu'elle avait passé sa vie à apprendre à lire le monde par le toucher, le son et l'instinct. Ils n'avaient pas fait 50 mètres sur la route quand ils ont entendu un cheval arriver de la direction opposée. Pas les adjoints. Ce cavalier poussait sa monture penchée en avant,
se déplaçant avec l'urgence de quelqu'un qui court sur la peur depuis des heures. Caleb s'est arrêté. Le cavalier s'est arrêté net à 20 pieds de là et est descendu de cheval avant même que celui-ci ne soit complètement immobile. Dorothy Callahan. Elle était grande pour une femme de l'époque, avec des cheveux sombres, tirés en arrière, pratiques, et des mèches folles tombant sur un visage qui avait vu trop de soleil et trop peu de sommeil. Sa robe était couverte de poussière. Ses yeux étaient rouges sur les bords, mais sa mâchoire était serrée comme du fer. Elle avait l'air d'une femme qui avait appris il y a longtemps que si elle arrêtait de bouger, tout s'effondrerait. Elle n'a pas vu Caleb au début, elle a vu Grace. Grace. Le nom est sorti à peine au-dessus d'un murmure, et Dorothy a traversé le terrain en quelques secondes, tombant à genoux dans la poussière, serrant la fillette dans ses bras. « Mon bébé! Oh, mon bébé! » Je pensais. Sa voix s'est brisée, elle s'est arrêtée et a recommencé. Je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Grace s'est accrochée fermement. « Je savais que tu venais, » a-t-elle dit. Je n'avais pas peur. Dorothy a eu un rire court et rauque, le genre de rire qu'on a quand on retient toute autre chose. « Menteuse, » a-t-elle dit doucement, ma courageuse petite menteuse. Puis Dorothy a levé les yeux et a vu Caleb. Elle a été sur ses pieds en moins d'une seconde, un bras autour de Grace, l'autre main se déplaçant vers le petit revolver à sa hanche avec une vitesse qui lui disait qu'elle n'avait pas appris ce geste hier. « Qui êtes-vous? » a-t-elle dit. Pas une question, une exigence. Caleb Morrow. Il a gardé ses mains visibles. Je passais par là, je l'ai trouvé seul. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené en ville? Elle m'a demandé de ne pas le faire. Les yeux de Dorothy se sont tournés vers Grace. Il n'y a pas de danger, maman, a dit Grace. Dorothy n'a pas baissé la main de son arme. Elle a regardé Caleb avec les yeux prudents d'une femme qui avait été trompée par des hommes de confiance et qui n'allait pas refaire cette erreur. Elle l'a détaillé. Le manteau usé, la poussière d'un long voyage, la décoloration mal formée sur sa chemise là où quelque chose avait été épinglé. « Vous êtes un homme de loi? » a-t-elle demandé. « Plus maintenant. Quel genre d'homme a été un homme de loi et ne l'est plus? » « Le genre qui en a eu assez de travailler pour des gens qui ne le méritaient pas, » a dit Caleb. Quelque chose a traversé ses yeux. Pas de la confiance, pas encore, mais le début d'une interrogation. « Les hommes de Cole étaient ici, » a-t-il dit. « 2 d'entre eux, ils sont venus pour emmener la fille. » La mâchoire de Dorothy s'est crispée si fort que Caleb pouvait voir le muscle travailler dans sa joue. « Ils allaient l'emmener à ce bureau. »« Je sais. Et vous les en avez empêchés. » Ce n'était pas bien difficile. Dorothy l'a regardé un long moment, puis elle a baissé les yeux sur la boîte, toujours dans les bras de Grace. Quelque chose a traversé son visage. Du soulagement, peut-être? Ou le genre de peur qui vient envelopper de soulagement parce qu'on n'est pas encore sûr d'être en sécurité. « Où est Henry? » a demandé Caleb. L'expression de Dorothy a changé instantanément. Brute, sans défense. Le fer a quitté son visage juste une seconde et ce qu'il y avait en dessous était de la pure terreur. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit. « Il n'était pas là. Quand je suis revenu, j'ai cherché et il n'était pas là. » « Il a suivi les hommes qui ont brûlé la maison, » a dit Grace doucement. Dorothy a fermé les yeux. Sa main s'est crispée dans les cheveux de Grace. « Bien sûr qu'il l'a fait, » a-t-elle soufflé. « Bien sûr que mon stupide, courageux, impossible garçon l'a fait. »« Il y a combien de temps? » a demandé Caleb. « Je ne sais pas, » a dit Grace. « Longtemps. » Caleb a regardé de nouveau vers les collines à l'ouest. Il n'y avait que 2 directions qu'un garçon à pied aurait pu suivre des cavaliers qui connaissaient la région. À l'est vers la ville, ce qui signifiait que quelqu'un l'aurait vu. Ou à l'ouest vers la route secondaire qui contournait la crête, la route qui n'apparaissait sur aucune carte officielle du comté et que tous les éleveurs du territoire connaissaient, mais dont personne ne parlait ouvertement. « Je dois le trouver, » a dit Dorothy. Elle se dirigeait déjà vers son cheval. « Madame Callahan » la voix de Caleb l'a arrêtée. « Si vous retournez en ville maintenant, les hommes de Cole vous verront. Ils savent que vous êtes allé au bureau du shérif ce matin. Ils savent que vous avez vu l'incendie. Ils vous surveillent. » Elle s'est retournée contre lui. « C'est mon fils. Je sais. Je ne vais pas rester là pendant que... » « Je ne vous demande pas de rester où que ce soit, » a dit Caleb. « Je dis que marcher droit sous leur nez maintenant n'aidera pas Henry. Ça leur donnera exactement ce qu'ils veulent. Vous, trop effrayés et trop désespérés pour réfléchir. »
Dorothy le dévisagea. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait fortement. Ses yeux brillaient d'un mélange de fureur et des larmes qu'elle refusait clairement de laisser couler. « Vous ne savez rien de cette ville, a-t-elle dit. « Non, a convenu Caleb. Mais je connais les hommes comme Cole et je sais ce qu'ils font quand quelqu'un s'approche de quelque chose qu'ils protègent. » Le silence s'est étiré entre eux. Puis Dorothy a dit très doucement, « Comment connaissez-vous son nom? » « Votre fille m'a dit de qui étaient ces hommes, a dit Caleb. Elle a dit qu'elle connaissait leur voix. Dorothy a baissé les yeux sur Grace. Quelque chose de complexe a traversé son visage. Du chagrin et de la fierté, tout entremêlé. Son père lui a appris ça, a-t-elle dit, avant de mourir. Elle l'a dit comme une lame qu'elle avait appris à porter. Tranchante, lourde et sienne. Caleb a dit, « Dites-moi ce qu'il y a dans la boîte. » Dorothy s'est immobilisée. « Quoi? Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est la raison pour laquelle ils ont brûlé votre maison ce matin. C'est ce qu'ils ont envoyé 2 hommes chercher ici. C'est la raison pour laquelle votre mari est mort il y a 2 ans. Et c'est peut-être ce qui met votre fils en danger en ce moment. » Il a soutenu son regard. « Alors dites-moi ce qu'il y a dans la boîte, Madame Callahan, parce que je ne peux pas vous aider si je navigue à l'aveugle. » Dorothy l'a regardé un long moment. Puis elle a regardé la boîte dans les bras de Grace. Puis elle a regardé l'horizon, les collines, la route déserte. « Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, a-t-elle dit. Caleb a froncé les sourcils. « Vous l'avez depuis 2 ans. »« Je sais. » Sa voix était calme. Thomas m'a dit de ne pas l'ouvrir. Il a dit. Elle s'est arrêtée, a recommencé. La nuit avant sa mort, il m'a prise à part et il a dit « Dorothy, s'il m'arrive quelque chose, il y a une boîte dans le plancher de la cave, sous la planche qui bouge près du mur sud. » Il a dit « Ne laisse personne la trouver et ne l'ouvre pas. » Il a dit « Le jour où je l'ouvrirai, c'est le jour où ils sauront que je sais. Et le jour où ils sauront que je sais, c'est le jour où ils viendront pour moi et les enfants. » Elle a fait une pause. Je me suis dit qu'une boîte que je n'ouvrais pas ne pouvait pas tuer mes enfants. Caleb est resté silencieux un moment. « Et s'ils brûlent tout autour de vous de toute façon? » Dorothy a soutenu son regard. « Alors je suppose que ça n'a plus d'importance. » Quelque chose dans sa voix était absolument stable, pas courageuse à la manière de quelqu'un qui exhibe son courage, stable à la manière de quelqu'un qui a déjà envisagé le pire et a décidé de tenir bon malgré tout. Caleb l'a regardé, a regardé la maison brûlée derrière elle, la boîte dans les bras de sa fille, la route vers la ville où les hommes de Cole étaient retournés, observant, attendant, classant les choses. Il s'était dit qu'il ne faisait que passer. Il a dit « Très bien, Madame Callahan, voici ce que nous allons faire. » Elle a légèrement relevé le menton. « Je ne reçois pas d'ordre d'un étranger. »« Non, a-t-il dit, mais vous pourriez accepter une suggestion de quelqu'un qui n'a rien à perdre et aucune raison de vous mentir. » Il a regardé vers les collines. « Je vais trouver votre garçon. Vous allez emmener Grace quelque part hors de la route principale et rester à l'abri jusqu'à ce que je revienne. » Il l'a de nouveau regardé. « Et quand je reviendrai, nous ouvrirons cette boîte ensemble. » Dorothy l'a étudié comme une femme étudie un homme qu'elle ne peut pas entièrement lire, mais dont elle mémorise le visage quand même, au cas où. « Pourquoi? » a-t-elle dit finalement. « Vous ne nous connaissez pas. Ce n'est pas votre problème. » Caleb a regardé Grace. La petite fille se tenait parfaitement immobile, la boîte pressée contre sa poitrine, ses yeux aveugles calmes d'une manière qui n'avait rien à voir avec la paix et tout à voir avec la confiance. Elle lui avait fait confiance dès l'instant où il s'était accroupi dans la poussière pour lui parler à hauteur des yeux. Sans raison, juste par instinct, il a regardé de nouveau Dorothy. « Non, a-t-il dit, ce n'est pas mon problème. » Et il en est resté là, parce que certaines choses n'avaient pas besoin d'explication et que certains hommes ne s'arrêtaient pas de chevaucher juste parce que c'était facile. Parfois, un homme s'arrêtait parce qu'une petite fille aveugle se tenait seule dans les cendres et que personne d'autre ne l'avait fait. Et parfois, c'était une raison suffisante. Dorothy l'a observé une dernière longue seconde. Puis elle a dit très doucement, « Il s'appelle Henry James Callahan. Il a 10 ans, il a les cheveux bruns, une chemise bleue et une dent de devant ébréchée depuis qu'il est tombé du toit de la grange en avril dernier. » Sa voix n'a vacillé que sur le dernier mot. « Ramenez-le. » « Oui, madame, » a dit Caleb. Il a pris les rênes de son cheval et est monté en selle d'un mouvement fluide. Il a regardé Grace une dernière fois.
La fillette avait de nouveau le visage légèrement incliné vers le haut, écoutant. « Monsieur Caleb, a-t-elle dit. Il a fait une pause. « Oui. Soyez prudent, a-t-elle dit. Les hommes qui ont brûlé notre maison, ils n'avaient pas peur. » Une pause. « Les hommes qui n'ont pas peur sont les plus dangereux. » Caleb l'a regardé un moment. Puis une chose lente et discrète s'est produite au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, mais le souvenir d'un. « C'est ton papa qui t'a appris ça aussi? » a-t-il demandé. Grace a secoué la tête. « Non, a-t-elle dit doucement. C'est maman. » Caleb a jeté un dernier regard à Dorothy. Elle le regardait avec ses yeux prudents, épuisés, à la volonté de faire, tenant tout ensemble par la seule force de sa volonté, comme elle avait probablement tenu tout ensemble ces 2 dernières années. Il a touché le bord de son chapeau. Puis il a tourné son cheval vers l'ouest, vers les collines, vers la route secondaire dont personne ne parlait, vers un garçon de 10 ans qui avait foncé vers le danger à pied, parce que c'est ce que son père aurait fait. Derrière lui, il a entendu Dorothy serrer Grace contre elle. Il a entendu la fillette dire quelque chose de trop bas pour être compris. Il a entendu la voix de Dorothy, basse et stable. Il n'a pas regardé en arrière. La boîte se trouvait maintenant entre eux comme une respiration retenue, toujours fermée, gardant toujours son secret, mais plus pour très longtemps. La route secondaire était exactement là où Caleb l'avait imaginé. Une coupe étroite à travers l'herbe sèche et les roches meubles qui serpentaient vers l'ouest sous la ligne de crête, cachée de la route principale par une longue pente de broussailles. Aucune charrette n'aurait pu y passer. Mais un homme à cheval le pouvait, et un garçon à pied, assez en colère et assez effrayé, pouvait suivre des empreintes de sabots dans la terre meuble sans trop de difficulté. Caleb avançait lentement et lisait le sol. 2 séries d'empreintes de sabots allant vers l'ouest. Plus profondes sur le côté gauche, ce qui signifiait que les cavaliers se déplaçaient rapidement et se penchaient dans un virage quelque part plus loin. Et là, à droite du sentier, des empreintes plus petites, des empreintes de bottes, étroites, une foulée d'enfants, mais avec de longs écarts entre chaque pas. Ils couraient. Henry avait couru. Caleb a poussé son cheval au petit galop. La route contournait la base de la crête et s'ouvrait sur un bassin peu profond où un lit de ruisseau asséché traversait le paysage. Un ancien passage à bétail. Personne ne l'utilisait plus depuis que le Ranch Harmon avait fait faillite il y a environ 3 ans. Le propriétaire du magasin de fourrage de la dernière ville l'avait mentionné en passant, de la manière dont les hommes mentionnent des choses qu'ils pensent n'être que de l'histoire ancienne. Caleb s'est arrêté au bord du bassin. 3 chevaux étaient attachés à un chêne mort de l'autre côté du lit du ruisseau. 2 hommes se tenaient près d'eux, parlant à voix basse. Un 3e homme, plus grand, portant un long manteau malgré la chaleur, était accroupi devant quelque chose de petit près de la base de l'arbre. Pas quelque chose. Quelqu'un. Henry Callahan était assis par terre, le dos contre le tronc du chêne et les poignets liés devant lui avec une corde. Sa chemise bleue était déchirée à l'épaule. Il y avait du sang séché sur son menton à cause d'une lèvre fendue. Mais son menton était relevé et ses yeux étaient durs, et il fixait l'homme accroupi devant lui avec ce défi furieux particulier qui n'appartient qu'aux garçons de 10 ans qui savent qu'ils sont dépassés et refusent de le montrer. Caleb ne s'est pas précipité. Il a pris une longue inspiration et a évalué la situation comme il avait appris à évaluer une centaine de situations avant celle-ci. Sortie, position, armes, distance. Les 2 hommes près des chevaux étaient armés mais détendus. L'homme au long manteau avait un revolver à la hanche, mais ses mains étaient lâches. Personne ne s'attendait à de la compagnie. Il a fait descendre son cheval dans le bassin à un rythme régulier, faisant assez de bruit pour qu'il l'entende arriver. Les hommes qui pensaient avoir le temps de réagir étaient plus faciles à gérer que ceux qui se sentaient acculés. Tous les 3 se sont retournés en entendant les bruits de sabots. L'homme au long manteau s'est levé. Il avait environ 50 ans, les épaules larges, avec un visage qui avait cette vacuité particulière d'un homme qui a donné des ordres pendant si longtemps que le fait de les donner ne nécessitait plus aucune expression. « C'est une propriété privée, monsieur, a-t-il dit. Continuez votre chemin. » Caleb n'a pas ralenti. Il a chevauché jusqu'au bord du lit du ruisseau, s'y est arrêté et les a regardés de haut depuis le léger avantage de la rive. « Ce garçon est attaché, a dit Caleb. « Le garçon était sur une propriété privée, a dit l'homme.
Nous le retenons jusqu'à ce que sa mère vienne le chercher. Sa mère m'a envoyé, a dit Caleb. Quelque chose a traversé les yeux de l'homme, un calcul. Il a jaugé Caleb de la manière dont ces hommes-là regardent les choses, non pas comme des personnes, mais comme des problèmes à mesurer. Ah oui, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'est ça, a dit Caleb. Je vais vous en débarrasser. Les deux hommes près des chevaux ont bougé. Pas encore vers leurs armes, mais la possibilité était maintenant dans l'air, comme un orage est dans l'air avant que le ciel ne change de couleur. L'homme au long manteau a légèrement incliné la tête. Vous avez un nom? Caleb Morrow. Rien n'a bougé sur le visage de l'homme, mais sa main droite est descendue d'environ 5 centimètres vers sa hanche, ce qui était la seule réponse dont Caleb avait besoin. Je connais ce nom, a dit l'homme doucement. Je l'ai entendu il y a quelques années. Vous étiez avec le bureau fédéral de San Antonio. J'y étais, a dit Caleb. J'y étais, a répété l'homme, un petit sourire prudent. Vous êtes bien loin de tout ce qui compte, Monsieur Morrow. Qu'est-ce qui vous amène à Redstone? Je ne faisais que passer, a dit Caleb. Puis j'ai trouvé une maison brûlée et une petite fille aveugle, debout dans des cendres. Ça m'a rendu curieux. Le sourire n'a pas changé, mais la température derrière lui, si. L'incendie des Callahan est une affaire de comté, a dit l'homme. Rien à voir avec les voyageurs de passage. Non, a convenu Caleb. Probablement pas. Il a gardé sa voix facile. Mais je suis le genre d'homme qui a du mal à passer devant un garçon de 10 ans attaché à un arbre. Il a regardé Henry. Ça va, fiston? Henry le fixa. Sa mâchoire était serrée et ses yeux étaient humides sur les bords, mais pas de larmes, de la pression particulière d'une fureur contenue, qui ne savait pas encore si elle avait trouvé un allié ou une autre menace. Oui, monsieur, a-t-il dit prudemment. Je vais bien. Bien. Caleb a de nouveau regardé l'homme au long manteau. Je le prends maintenant. L'expression facile de l'homme a légèrement changé, la performance de la raison reculant d'un pouce pour montrer ce qu'il y avait en dessous. Monsieur Morrow, a-t-il dit, ce garçon a vu des choses ce matin qu'il n'aurait pas dû voir. Nous nous assurons simplement qu'il ne va pas répandre des histoires en ville avant que nous ayons une chance de... Et avant que vous ayez une chance de quoi? A demandé Caleb. L'homme a fait une pause. Gérer la situation, a proposé Caleb. Contrôler le récit. S'assurer que la veuve ne pose pas trop de questions avant que vous ayez les papiers prêts. Quelque chose a finalement traversé le visage de l'homme. Pas de la colère, plus froid que la colère. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, a-t-il dit. Peut-être pas, a dit Caleb, mais je sais ce que vous êtes. J'ai vu des hommes comme vous dans 12 comtés différents. Vous portez des manteaux différents, vous travaillez pour des patrons différents, et vous utilisez des mots différents, mais vous êtes tous la même chose. Il a fait une pause. Vous êtes le genre d'homme qui brûle une maison avec un enfant à l'intérieur. Il n'y avait personne dans cette maison, a dit l'homme sèchement. Il y avait une fillette de 7 ans dans la cave à légumes, a dit Caleb. Son frère l'y a mise avant votre arrivée. Elle pouvait tout entendre. Le silence qui a suivi était d'un autre genre. Les deux hommes près des chevaux sont devenus très immobiles. L'homme au long manteau a regardé Caleb avec des yeux devenus plats et professionnels, à la manière de quelqu'un qui effectue un nouveau calcul. « Détachez le garçon », a dit Caleb. Personne n'a bougé. « Je ne le demanderai pas 2 fois », a dit Caleb. Sa voix n'avait pas changé. Elle était toujours calme, toujours égale. Mais quelque chose en dessous avait changé, comme une rivière change lorsque le niveau monte et que ce qui semblait être de l'eau calme commence à montrer son courant. L'homme au long manteau l'a fixé un long moment. Puis il a légèrement tourné la tête vers l'un des hommes près des chevaux. Un petit signe de tête. L'homme s'est avancé et a coupé les cordes d'Henry. Henry s'est immédiatement mis sur ses pieds, se frottant les poignets. Ses yeux se déplaçaient rapidement entre Caleb et les hommes. Il avait la mâchoire et les yeux de sa mère, le même fer en eux, le même refus de détourner le regard. « Montez ici », lui a dit Caleb. Henry a bougé sans courir car il avait trop de la fierté de sa mère pour ça, mais se déplaçant rapidement et régulièrement à travers le lit du ruisseau jusqu'à ce qu'il soit sur la rive en dessous du cheval de Caleb. Caleb a tendu la main. Henry l'a prise et est monté derrière lui d'un mouvement exercé qui suggérait qu'il l'avait déjà fait, ou quelque chose de semblable. Caleb a regardé l'homme au long manteau une dernière fois. « Dites au shérif Cole, a-t-il dit, que ce qu'il pense être dans cette boîte ne vaut pas ce que ça lui coûtera pour l'obtenir. »
L'expression de l'homme n'a pas changé, mais il a dit très doucement. Vous faites une erreur, Monsieur Morrow. J'en ai fait quelques-unes, a dit Caleb. En général, j'y survis. Il a tourné son cheval et est remonté hors du bassin sans se presser, parce que les hommes comme ça regardent comment vous partez, et la façon dont vous partez leur dit tout sur votre peur. Ils n'avaient pas peur, ils ont chevauché en silence pendant 1 minute ou deux, le cheval se déplaçant régulièrement sur la route secondaire, de retour vers le sentier principal. Henry était raide derrière lui, ses mains touchant à peine les côtés de Caleb, maintenant la dignité maximale possible pour un garçon de 10 ans qui venait d'être sauvé par un étranger et n'avait pas encore décidé ce qu'il en pensait. Caleb a laissé le silence s'installer. Finalement, Henry a dit « Je n'avais pas peur. »« Je sais, » a dit Caleb. « Je savais que quelqu'un viendrait. »« Ta mère est revenue en ville dès qu'elle a pu, » a dit Caleb. « Elle était folle d'inquiétude en te cherchant. » Henry est resté silencieux un moment. « Est-ce que Grace va bien? » Grace va bien. Elle est sortie de cette cave en tenant la boîte de ton père, comme si elle portait toute la famille sur ses bras. Il a senti Henry devenir très immobile derrière lui. Elle l'a trouvé. Oui. Elle n'était pas censée savoir, a dit Henry. Et puis plus doucement, papa me l'a dit avant de mourir. Il m'a dit où elle était, et il m'a dit de ne jamais laisser personne la trouver. Il a dit que c'était la chose la plus importante que nous avions. Il a dit qu'un jour la bonne personne viendrait et que nous le saurions quand elle arriverait. Caleb a gardé les yeux sur la route. Comment étiez-vous censé le savoir? Henry y a réfléchi une seconde. Papa a dit que nous le saurions parce qu'elle s'arrêterait. Il a dit que la plupart des gens passent leur chemin. La bonne personne s'arrête. Caleb n'a rien dit à cela. Il a juste continué à chevaucher. Dorothy les a vus arriver de 200 mètres. Elle avait trouvé refuge derrière un bouquet de broussailles près de la route principale, exactement là où Caleb l'avait suggéré, et elle était sur ses pieds et en mouvement avant qu'ils n'aient complètement franchi la colline. Elle n'a pas couru. Elle avait passé l'âge de courir vers l'espoir de peur qu'il ne se détourne d'elle à la dernière seconde, mais elle a marché plus vite qu'elle ne le voulait probablement. Henry a glissé du cheval avant qu'il ne s'arrête. « Maman », a-t-il dit, d'un ton très simple, et puis Dorothy avait les 2 bras autour de lui et son visage pressé contre le sommet de sa tête. Et elle n'a rien dit du tout pendant un long moment, juste le tenant. Ses épaules ont tremblé une fois, rapidement, puis se sont immobilisées. Henry se tenait droit et la laissait le tenir, de la manière dont un garçon se tient droit quand il sait que sa mère a besoin qu'il soit solide et il l'aime trop pour s'effondrer. Puis Dorothy a reculé. Elle l'a tenu à bout de bras et a regardé sa lèvre fendue, l'épaule déchirée de sa chemise et les marques de corde sur ses poignets. Son visage a traversé une douzaine d'expressions en quelques secondes, la plupart impliquant les hommes de Cole et aucune n'étant appropriée pour un enfant. « Es-tu blessé? » a-t-elle dit. « Non, madame. »« Dis-moi la vérité, Henry James. »« Je vais bien, maman, » a-t-il dit. Et il était éraflé, meurtri et secoué de manière qu'il n'admettrait pas avant 10 ans, mais il allait bien. Dorothy a expiré, puis elle s'est retournée et a regardé Caleb avec ses yeux prudents et calculateurs qui faisaient quelque chose de légèrement différent maintenant qu'1 heure auparavant. Pas de la confiance, exactement, mais une reconnaissance que la question de la confiance était sur la table. « Merci, » a-t-elle dit. « Henry, » a dit Caleb. Il est descendu de selle. « L'homme au long manteau, » a-t-il dit, corpulent, environ 50 ans, ne sourit pas avec les yeux. « Qui est-ce? » L'expression de Dorothy a changé. « C'est Virgil Crane, » a-t-elle dit. « C'est l'agent foncier de Cole. Il s'occupe des acquisitions. » « Quel genre d'acquisition? » Dorothy l'a regardé fixement. « Le genre où une famille perd sa terre et 6 mois plus tard, le nom de Crane est sur l'acte de propriété. » Elle a fait une pause. C'est arrivé au Morrison il y a 2 ans, au Henderson au printemps dernier et à la famille Dawes avant Noël. Chaque nom tombait comme une pierre dans le lieu calme. Thomas tenait des registres, a-t-elle dit doucement. Il notait tout, chaque transaction, chaque faux document, chaque nom. C'est ce qu'il y a dans la boîte, a dit Caleb. Dorothy l'a regardé, toujours serré dans les bras de Grace. Je pense que oui, a-t-elle dit. Je ne l'ai jamais ouverte, Thomas a dit. Le jour où je l'ouvrirai, c'est le jour où je mettrai mes enfants en danger. Madame Callahan, a dit Caleb,
Ils ont brûlé votre maison ce matin avec votre fille à l'intérieur. Je dirais que vous y êtes déjà. Dorothy a soutenu son regard. Elle le savait. Elle le savait depuis qu'elle était revenue de la ville pour trouver la fumée qui montait, les murs disparus et aucun enfant en vue. Ou elle le savait. Elle avait chevauché à toute allure et elle s'était tenue droite parce que c'est ce qu'elle faisait, parce que quelqu'un devait le faire, que Thomas était parti et qu'il n'y avait personne d'autre. Alors nous l'ouvrons, a-t-elle dit. Pas ici, a dit Caleb. Il a regardé la route vers la ville. Crane sait que j'ai pris le garçon. Il va aller directement voir Cole. Nous avons peut-être 2 heures avant qu'il ne décide que la patience ne leur sert plus à rien. Il a de nouveau regardé Dorothy. Y a-t-il un endroit dans ce comté en qui vous avez confiance? Un endroit où le bras de Cole ne s'étend pas? Dorothy a réfléchi un moment. La réflexion était rapide et pratique. La réflexion d'une femme qui faisait des évaluations de menaces depuis la mort de son mari et n'avait jamais cessé. May Winston, a-t-elle dit finalement. Elle tient de la pension de famille du côté est de la ville. Elle est ici depuis 30 ans et Cole ne la touche pas parce que la moitié du comté a séjourné chez elle à leur arrivée et ils la défendront. Une pause. Et elle détestait Cole avant qu'il ne soit nécessaire de le détester. Peut-on lui faire confiance avec ma vie? A dit Dorothy Stacy. Elle était à l'enterrement de mon mari. Elle était à sa mise en terre. Elle a regardé Cole dans les yeux, au bord de la tombe, et a dit très clairement que Dieu voit tout. La voix de Dorothy était sèche, mais non sans émotion. Cole a souri et a offert ses condoléances, et May l'a regardé. De la façon dont on regarde quelque chose dont on a bien l'intention de s'occuper le moment venu. Malgré lui, Caleb a presque souri. « Très bien, a-t-il dit. Nous allons chez May Winston. » Il a tendu la main pour la boîte. Grace, sans qu'on le lui demande, la lui a tendue. Son visage était tourné vers lui, ouvert et confiant, de la manière absolument inconsciente d'un enfant qui a décidé sans avoir besoin de raison que cet homme l'était sûr. Caleb a pris la boîte. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Il l'a tenue un moment, sentant son poids, la densité particulière du papier et de la vérité, et des 2 années de documentation minutieuse d'un homme mort. Il l'a attachée dans sa sacoche de sel, puis il les a regardés tous les 4. Dorothy, droite et vigilante. Henry à côté d'elle avec cette fermeté délibérée dans la mâchoire. Grace, la main posée sur le bras de sa mère et le visage calme, de cette manière qui le frappait profondément chaque fois qu'il le voyait. Une femme seule depuis 2 ans avec 2 enfants sur un ranch qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre et un secret qu'elle ne pouvait pas se permettre d'ouvrir. Tenant tout cela ensemble avec rien d'autre que du cran, de l'amour et ce que son mari lui avait laissé en termes de détermination. Il a pensé brièvement à une autre femme, à d'autres enfants, à une maison où il n'était pas quand il aurait dû y être. Un souvenir qu'il portait comme un homme porte une pierre dans sa botte, toujours présent, jamais confortable, là pour lui rappeler la forme exacte de son échec. Il a repoussé cette pensée. « Allons-y », a-t-il dit. Dorothy s'est dirigée vers son cheval puis s'est arrêtée. Elle s'est retournée et l'a regardé avec une expression qui contenait une question qu'elle n'était pas tout à fait prête à poser à voix haute. « Monsieur Morrow », a-t-elle dit. « Pourquoi êtes-vous encore là ?» Caleb l'a regardé. La lumière de l'après-midi devenait longue et dorée, et quelque part en ville, les hommes de Cole scellaient déjà des chevaux frais, et Crane était déjà dans le bureau du shérif, citant des noms et prenant des décisions. Votre fille m'a dit ce matin que son père avait dit d'attendre quelqu'un avec une voix calme, a-t-il dit. Elle a dit que cette personne s'arrêterait quand personne d'autre ne le ferait. L'expression de Dorothy a changé. Ses yeux ont brillé juste une seconde, puis se sont stabilisés. Thomas a dit ça, a-t-elle confirmé doucement. Il l'a beaucoup dit les derniers mois avant de mourir. Elle a fait une pause. Je pensais qu'il était sentimental. Peut-être, a dit Caleb. Ou peut-être qu'il savait juste quel genre de ville c'était et s'est dit que finalement, quelqu'un passerait qui aurait vu la même chose ailleurs. Dorothy l'a regardé un long moment. Et vous l'aviez, a-t-elle dit. Vu la même chose ailleurs? 12 comtés, a dit Caleb. Des noms différents, la même histoire. Et que s'est-il passé dans ces 12 comtés? Caleb a soutenu son regard. Certains ont bien tourné, a-t-il dit, d'autres non. Ce n'était pas la réponse rassurante, mais c'était la réponse honnête, et Dorothy Callahan avait l'air d'une femme qui avait appris à préférer l'honnêteté au réconfort à chaque fois. Elle a hoché la tête une fois, brièvement et avec certitude. Puis elle est montée sur son cheval, a regardé ses enfants et a dit «
Restez près de moi et ne faites pas de bruit. » Et elle s'est tournée vers l'est, en direction de la pension de May Winston. Comme une femme qui avait déjà décidé qu'aujourd'hui était le jour où les choses commenceraient à changer. Grace a glissé sa main dans celle de Henry pendant qu'il marchait. Henry l'a laissé faire, ce que Caleb soupçonnait être rare, et a marché à côté de sa sœur avec sa lèvre fendue, sa chemise déchirée et cette dignité de 10 ans qui brisait un peu le cœur de Caleb sans qu'il comprenne tout à fait pourquoi. Ils chevauchaient derrière eux, une main facile sur les rênes, un œil sur la route derrière eux. La boîte était dans sa sacoche. La vérité était dans la boîte, et les hommes de Cole étaient quelque part derrière eux, se rapprochant de minute en minute. La pension de May Winston se trouvait à l'extrémité et de la rue principale de Redstone, comme une femme qui avait décidé il y a longtemps où elle se tenait et n'avait aucune intention de bouger. C'était le plus vieux bâtiment du pâté de maison, 2 étages de bois patiné avec un large porche et des jardinières qui avaient encore des fleurs. Parce que May Winston était le genre de femme qui maintenait certaines normes, peu importe ce que le monde faisait autour d'elle. Elle était sur le porche quand ils sont arrivés, une petite silhouette droite dans une robe sombre, avec des cheveux blancs sévèrement épinglés et des yeux assez vifs pour couper du verre. Elle a d'abord regardé Dorothy, puis les enfants, puis Caleb, et son expression est HC de l'évaluation à la conclusion en environ 4 secondes. « Entrez », a-t-elle dit. « Vous tous, par l'arrière. » Personne n'a discuté. Elle les a conduites par un portail latéral et à l'entrée arrière, passant devant un potager soigné et productif, à la manière de quelqu'un qui comprenait que la beauté et l'utilité n'étaient pas mutuellement exclusives. À l'intérieur, la pièce arrière était une sorte de salon, un endroit entre la cuisine et le hall principal, avec une table, des chaises, un petit poêle en fonte et des fenêtres à rideaux qui donnaient sur la ruelle plutôt que sur la rue. May a fermé la porte derrière eux. Puis elle s'est retournée et a regardé Dorothy avec l'expression particulière d'une femme qui attend quelque chose depuis longtemps et n'est pas surprise que cela soit enfin arrivé. « J'ai entendu parler de l'incendie », a dit May. « J'ai entendu dire que c'était un accident. »« Vous savez que ce n'était pas le cas », a dit Dorothy. « Je sais que ce n'était pas le cas », a convenu May. « Je sais aussi que Virgil Crane est passé devant ce bâtiment il y a 20 minutes, se dirigeant vers le bureau du shérif comme un homme avec quelque chose d'urgent à signaler. » Elle a regardé Caleb. « Et je sais que je ne vous ai jamais vu auparavant, ce qui signifie que vous venez d'arriver, ce qui signifie soit que vous portez très malheur, soit que vous arrivez au très bon moment. Ça dépend de comment se passeront les prochaines heures, » a dit Caleb. May l'a regardé fixement. « Qui êtes-vous? » « Caleb Morrow, ancien agent fédéral de San Antonio. »« Ancien, » a dit May. Le mot n'était pas une accusation, plutôt une question qu'elle laissait en suspens. « Ancien, » a confirmé Caleb. « J'ai démissionné quand le bureau a décidé que certaines enquêtes valaient mieux ne pas être menées. » May est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Cole. » Pas directement, mais le même genre d'arrangement. Comté différent, non différent. May s'est retournée et s'est dirigée vers le poêle avec l'efficacité de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de gaspiller ses mouvements. Elle a mis une bouilloire sur le feu sans demander et posé des tasses sur la table, puis s'est retournée et a regardé la sacoche que Caleb portait. « C'est ça ?» a-t-elle dit. Caleb a regardé Dorothy. Dorothy a hoché la tête. Il a posé la sacoche sur la table, l'a dénouée et a sorti la boîte. May l'a regardée un long moment sans la toucher. Quelque chose a traversé son visage que Caleb ne pouvait pas entièrement lire. De la reconnaissance peut-être, ou le sentiment d'une chose longtemps attendue devenant enfin réelle. « Thomas Callahan était un homme prudent, » a dit May doucement. « Il est venu me voir une fois, environ 1 mois avant sa mort. Il s'est assis sur cette chaise juste là. » Elle a indiqué une chaise au coin de la table. « Il ne m'a pas tout dit, mais il m'en a dit assez. » Elle a regardé Dorothy. Il savait que quelque chose se préparait. Il essayait de s'y préparer. La mâchoire de Dorothy était serrée. Il ne me l'a jamais dit. Il ne voulait pas vous effrayer, a dit May. Pas gentiment, juste simplement, comme un fait. Il aurait dû, a dit Dorothy. Et sa voix était stable, mais cette stabilité lui coûtait quelque chose de visible. May l'a regardé un moment. Puis elle a dit, oui, il aurait dû, et elle en est restée là, ce qui était la bonne chose à faire. Henry était assis à l'autre bout de la table avec Grace à côté de lui,
sa main sur son bras. Il était silencieux depuis leur arrivée, ce qui était plus troublant que le bruit ne l'aurait été. Caleb avait remarqué les yeux du garçon parcourir la pièce à leur entrée, vérifiant les sorties, les fenêtres, notant les positions, et avait pensé avec un mélange d'admiration et de tristesse qu'aucun garçon de 10 ans ne devrait savoir faire ça. « Ouvrez-la », a dit Henry. Tout le monde l'a regardé. Il a regardé sa mère. « Papa est parti », a-t-il dit. Ce qu'il protégeait, ce qu'il attendait, c'est ici maintenant. Nous sommes ici maintenant. Il a jeté un coup d'œil à Caleb. Il s'est arrêté, comme papa l'avait dit. Il a de nouveau regardé Dorothy. « Ouvre-la, maman. » Dorothy a regardé son fils un long moment. Puis elle s'est avancée et a défait de la corde qui liait la boîte. Ses mains étaient instables. Le nœud s'est défait d'une manière qui suggérait qu'elle avait pratiqué le mouvement dans son esprit pendant 2 ans sans le savoir. La boîte s'est ouverte, des papiers, des dizaines, pliés avec soin et empilés avec la précision méticuleuse d'un homme qui avait compris que l'ordre pourrait faire la différence entre des preuves et le chaos. Certains étaient jaunis sur les bords, d'autres semblaient récents. Tous étaient une danse d'écriture. La main de Thomas Callahan, petite, délibérée et claire. Caleb a sorti le premier dossier et l'a ouvert. Des actes de propriété foncière, des transferts de propriété enregistrés dans le comté de Redstone remontant à 8 ans. Il a parcouru la première page, puis la seconde, puis l'a posée et en a pris une autre. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu très immobile, à la manière d'un homme confirmant ce qu'il soupçonnait déjà et le trouvant pire qu'il ne se l'était permis d'imaginer. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Dorothy. Caleb a étalé 3 documents côte à côte sur la table. « C'est la terre des Morrison », a-t-il dit, indiquant le premier acte original enregistré en 1862. Samuel Morrison, titre de propriété clair. Il est passé au second, un transfert enregistré en 1874. Acheteur listé comme le Redstone Development and Cattle Company. Il a tapoté la ligne de signature. Signé par Samuel Morrison. Il a levé les yeux, sauf que Samuel Morrison était mort en 1873. May s'est assise lourdement sur la chaise à côté de la table. « Il a signé 1 an après sa mort », a dit Dorothy, sa voix très calme. « La signature est un faux », a dit Caleb. Mais celui qui l'a fait était doué. Assez doué pour que si personne ne regardait de trop près, ça passerait. Il a pris le 3e document, et voici où c'est allé après ça. La Redstone Development and Cattle Company transfère la terre des Morrison à un acheteur privé. Le nom de l'acheteur est listé comme RV Holdings. Il a fait une pause. C'est une société de holding foncière enregistrée à Austin. C'est une coquille vide. J'ai déjà vu cette structure. À qui appartient-elle? A demandé May. Caleb l'a regardé. Il me faudrait quelques heures et un accès au registre du comté à Austin pour le prouver formellement, a-t-il dit. Mais d'après ce que je sais de la façon dont ces arrangements fonctionnent, il a regardé Dorothy. Augustus Cole en est le propriétaire, à travers 3 couches de sociétés de holding et un arrangement de partenaires silencieux qui prendrait à un examinateur fédéral une bonne partie d'1 mois à démêler. La pièce était très silencieuse. Grace avait le visage légèrement incliné vers le haut dans sa posture d'écoute. « Papa savait que c'était le shérif Cole », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Votre père savait tout », a dit May, sa voix basse. Il a passé 2 ans à monter le dossier, document par document. Il est allé 2 fois au siège du comté. Les 2 fois, il a été renvoyé. Elle a regardé la boîte. La 2e fois qu'il y est allé, quelqu'un a brûlé sa grange la nuit de son retour. Les yeux de Dorothy se sont fermés juste une seconde. « Je pensais que c'était un accident aussi », a-t-elle dit. « Je sais », a dit May. « Thomas ne voulait pas que vous le sachiez. » Dorothy a ouvert les yeux. « Il aurait dû me le dire », a-t-elle répété. Cette fois, ce n'était pas seulement du chagrin, c'était quelque chose de plus proche de la colère d'une femme qui avait été protégée d'une vérité qui était finalement venue pour ses enfants de toute façon. « Je suis sa femme. J'étais sa femme. Il aurait dû me le dire. » « Oui, » a de nouveau dit May, simplement, sans se défendre. La bouilloire a commencé à siffler et May s'est levée, a versé sans cérémonie et a posé des tasses devant tout le monde, y compris Henry, ce que le garçon a noté avec une brève expression qui suggérait qu'il comprenait le geste
comme la reconnaissance adulte qu'il était censé être. Caleb continuait de parcourir les papiers. Il travaillait méthodiquement, mettant de côté les plus critiques. Les faux transferts, la documentation des paiements faits aux fonctionnaires du comté dont les signatures apparaissaient sur les registres modifiés. Thomas Callahan avait été minutieux d'une manière qui parlait de quelqu'un qui savait qu'il pourrait ne pas survivre pour présenter les preuves lui-même et les avait organisées en conséquence. Les avait organisées pour celui qui viendrait après. « Il y a une lettre », a dit Henry. Caleb a levé les yeux. Henry montrait le fond de la boîte où une enveloppe scellée reposait à plat contre le bois. Caleb ne l'avait pas encore atteinte. Il l'a ramassée. Son nom n'y figurait pas. Elle était adressée de la main de Thomas Callahan à Dorothy. Il la lui a tendue à travers la table sans l'ouvrir. Dorothy l'a fixée un moment, puis elle l'a prise. Elle l'a tenue à deux mains et a regardé l'écriture de son mari sur le devant. Ses lettres formelles et soignées épelant son nom, de la même manière qu'il l'aurait dit, avec le poids particulier qu'un homme met dans un mot quand il veut dire plus que ce que le mot lui-même contient. Charles ne l'a pas ouverte tout de suite. Henry a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la sienne, juste une seconde. Puis il l'a retirée et a regardé le mur. Et Dorothy a redressé le dos et a ouvert la lettre. La pièce était si silencieuse que Caleb pouvait entendre le papier se déplier. Il ne l'a pas regardé lire. Il s'est retourné vers les documents et lui a donné toute l'intimité que 4 personnes dans une seule pièce pouvaient offrir, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était le mieux que l'on puisse faire. À côté de lui, May regardait sa tasse. Henry regardait le mur. Grace avait les 2 mains jointes sur ses genoux et son visage tourné vers sa mère comme une boussole trouvant le nord. La lecture a duré peut-être 2 minutes. Quand Dorothy a posé la lettre, son visage était différent. Pas brisé, pas effondré, changé, comme un visage change quand il a reçu quelque chose dont il avait grandement besoin sans savoir à quel point jusqu'à ce que cela arrive. Il savait, a-t-elle dit. Sa voix était rauque sur les bords. Il savait qu'il venait pour lui. Il a écrit ça la nuit avant d'aller en ville cette dernière fois. Elle s'est arrêtée et recommencé. Il a dit qu'il était désolé de ne pas pouvoir m'en dire plus. Il a dit que moins j'en savais, plus je serais en sécurité. Une pause, il a dit qu'il m'aimait d'une manière qui ne s'arrête pas juste parce qu'un homme est parti. Elle a regardé la lettre. Il a dit, « Quand la bonne personne viendra, donne-lui tout, et fais-lui confiance pour faire ce que je n'ai pas pu. » Caleb a levé les yeux alors. Lui et Dorothy se sont regardés à travers la table. « Il ne vous connaissait pas, » a dit Dorothy. « Il ne connaissait pas votre nom, il savait juste que quelqu'un viendrait. » Elle a soutenu son regard. Il y croyait. Il y a cru jusqu'à la fin. Caleb a baissé les yeux sur les papiers étalés sur la table. 2 ans de travail minutieux d'un homme mort. 12 actes de propriété falsifiés, 7 faux transferts, 4 paiements documentés à des fonctionnaires du comté, 3 familles qui avaient tout perdu à cause d'une machine qui portait le visage de la loi, parlaient le langage de la procédure et utilisaient les 2 pour prendre tout ce qu'elles voulaient. Il a pensé à Thomas Callahan, assis dans une pièce pas très différente de celle-ci, notant tout, connaissant les risques et le faisant quand même, sachant qu'il pourrait ne pas vivre pour voir le résultat. Le faisant quand même. « Il y a assez d'ici, » a dit Caleb, « si nous pouvons le faire parvenir aux bonnes personnes. » « Qui sont les bonnes personnes ?» a demandé May. « Le siège du comté l'a renvoyé 2 fois. »« Le siège du comté est sous l'emprise de Cole, » a dit Caleb. « Mais le bureau foncier fédéral d'Austin ne l'est pas, et le juge du circuit fédéral qui passe par Abilene le mois prochain ne l'est pas non plus. » Il a regardé les documents. « C'est suffisant pour une enquête fédérale, si nous pouvons tenir le coup assez longtemps pour l'y amener. »« Cole agira avant, » a dit Dorothy. « Oui, » a dit Caleb, « il le fera. » Alors, que faisons-nous? Caleb est resté silencieux un moment. Il pensait aux 12 comtés, aux fois où ça avait bien tourné et aux fois où ça n'avait pas été le cas, et à la différence entre les deux. La plupart du temps, la différence était simple. Les fois où ça n'avait pas bien tourné, c'étaient les fois où les gens qui connaissaient la vérité étaient isolés. Quand ils étaient éliminés un par un, avant de pouvoir se retrouver. Quand l'histoire n'existait qu'en un seul endroit et chez une seule personne. Et que Cole ou quelqu'un comme Cole arrivait le premier. « Nous ne gardons pas ça secret, » a-t-il dit. May l'a regardé vivement. « Si Cole découvre que nous l'avons, il sait déjà que nous l'avons, » a dit Caleb. « Crane m'a vu prendre Henry.
Cole sait que la boîte existe. Il le sait depuis la mort de Thomas. Il ne pouvait juste pas la trouver. Il a regardé Dorothy. La seule raison pour laquelle il n'a pas agi plus durement contre vous, c'est qu'il n'était pas sûr que Thomas vous ait donné des informations sur son contenu. Une veuve qui ne sait rien lui est utile. Une veuve qui sait est dangereuse. Il a fait une pause. Maintenant, il sait que vous savez, ce qui signifie que garder le silence ne vous protège plus. Dorothy était très immobile. Alors, qu'est-ce qui nous protège? S'assurer que chaque personne dans ce comté sache ce qu'il y a dans ses papiers avant que Cole ne puisse l'enterrer à nouveau, a dit Caleb. Pas seulement les 3 familles, tout le monde. Il a regardé la lettre dans les mains de Dorothy, puis les documents étalés sur la table. Votre mari a construit ce dossier pour que la vérité ne puisse pas être cachée en un seul endroit. Nous l'utilisons de la même manière. On ne peut pas faire taire toute une ville. May l'a regardé un long moment. Puis une expression calme et féroce a traversé son visage, une expression qui attendait sous la surface depuis longtemps. Les Henderson, a-t-elle dit, et la famille Doss, et la famille Reyes sur la route du Sud qui a perdu ses droits sur l'eau l'automne dernier, et tout le monde a dit que c'était juste de la malchance. Elle a regardé Dorothy. Ils ont tous attendu. Ils n'avaient juste rien sur quoi s'appuyer. Ils l'ont maintenant, a dit Caleb. La tête d'Henry s'était relevée. Ses yeux étaient vifs et perçants, et il regardait Caleb avec une expression qui avait finalement abandonné la neutralité prudente qu'il maintenait depuis le lit du ruisseau. « Que voulez-vous que je fasse » a-t-il demandé. Caleb l'a regardé pleinement, comme il ne s'était pas encore permis de le faire. Parce que regarder Henry Callahan pleinement signifiait reconnaître ce qu'était le garçon. 10 ans, et portant déjà le poids d'un père mort, d'une mère effrayée, d'une sœur aveugle, d'une maison brûlée et d'un combat qui n'était pas le sien, mais qui allait l'être de toute façon. « J'ai besoin que tu restes avec ta sœur, » a dit Caleb. La mâchoire d'Henry s'est crispée. « Pas parce que tu ne peux pas te battre, » a dit Caleb. « Parce que ta sœur te fait confiance et que ta mère a besoin de savoir que vous êtes tous les deux en sécurité pour pouvoir réfléchir. Que tu gardes Grace en sécurité est le travail le plus important ce soir. » Il a soutenu le regard du garçon. « Peux-tu le faire? » Henry a regardé Grace. Grace avait tourné son visage vers son frère avec une immobilité parfaite qui n'était pas de la passivité, mais de l'attention. Elle écoutait sa réponse. « Oui, monsieur, » a dit Henry. « Bien, » a dit Caleb. Il a commencé à rassembler les documents les plus critiques, les actes falsifiés, les registres de paiement, la comptabilité détaillée de chaque transaction par Thomas, et les a triés en 2 groupes distincts. Il a remis l'un dans la boîte. L'autre, il l'a plié soigneusement et l'a glissé à l'intérieur de son manteau. May l'a regardé faire. « C'est pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Si quelque chose arrive à la boîte, » a dit Caleb, « l'information existe toujours. » Il l'a regardé. « Et si quelque chose m'arrive, la boîte existe toujours. » May l'a regardé fixement. « Vous pensez que ça pourrait en arriver là? »« Je pense que Cole dirige ce comté depuis 8 ans, » a dit Caleb. « Je pense qu'il est protégé, qu'il le sait et qu'il n'a jamais eu à agir aussi vite auparavant. » Il a regardé Dorothy. « Je pense que ce soir sera plus difficile que demain, et que demain sera plus difficile que nous ne le voudrions. » Il ne l'a pas dit pour l'effrayer. Il l'a dit parce qu'elle était la femme de Thomas Callahan, qu'elle avait survécu à 2 ans d'ignorance et qu'elle méritait la vérité sur ce dans quoi elle s'engageait. Dorothy l'a regardé sans ciller. « Très bien, » a-t-elle dit. « Quelle est la première étape? » Caleb a regardé May. « Vous avez parlé des Henderson. Pouvez-vous leur faire passer un message ce soir sans passer par la rue principale? » May était déjà sur ses pieds. « Je fais passer des messages dans cette ville depuis 30 ans sans utiliser la rue principale, » a-t-elle dit. « Ce n'est pas une difficulté. » La famille Dawes. « J'enverrai leur garçon. Il a 16 ans et il connaît toutes les routes secondaires du comté. » May se dirigeait vers la cuisine, déterminée et contenue, une femme passant de l'attente à l'action avec l'aisance de quelqu'un qui était prêt depuis longtemps. « Donnez-moi 1 heure. » Caleb a hoché la tête. La pièce a changé. L'immobilité de la délibération est devenue l'immobilité différente d'une décision qui avait été prise et ne pouvait être annulée. Dorothy regardait la lettre dans ses mains, la dernière lettre de Thomas, celle qu'il avait écrite en sachant qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui et en voulant qu'elle ait quelque chose sur quoi s'appuyer le jour venu. Elle l'a pliée soigneusement et l'a mise à l'intérieur de sa robe,
contre sa poitrine, où elle resterait. Grace a posé sa main sur le bras de sa mère. « Maman, a-t-elle dit doucement. « Je vais bien, mon bébé, a dit Dorothy. « Je sais, a dit Grace. Je voulais juste que tu saches que je peux l'entendre. » Dorothy a regardé sa fille. « Entendre quoi? » « Quand tu décides de quelque chose, a dit Grace simplement, tu deviens silencieuse d'une manière différente. » Elle a incliné son visage vers sa mère. « Tu as décidé. » Dorothy a regardé sa fille aveugle, son fils malmené, la boîte en bois usée que son mari décédé avait remplie de la vérité dont ils avaient besoin, et l'étranger qui s'était arrêté quand personne d'autre ne l'avait fait. Et elle a dit très doucement, « Oui, j'ai décidé d'aimer. » Qu'au château dehors, quelque part dans la rue principale de Redstone, un cheval se déplaçait rapidement en direction du bureau du shérif. Les hommes de Cole étaient déjà en mouvement. La nuit tombait vite et fort, et elle allait tout emporter avec elle. Mais à l'intérieur de la pièce arrière de May Winston, 4 personnes et un ancien agent fédéral venaient d'arrêter de fuir. Et cela changeait tout. Le messager de May était un garçon nommé Will Dawes, 16 ans, mince et rapide, et doté de cette intrépidité particulière qui appartient aux jeunes hommes qui ont vu leur famille tout perdre et ont décidé, quelque part dans cette observation, qu'ils n'avaient plus rien à ménager. Il était à la porte arrière moins de 20 minutes après que May ait envoyé le mot, et il a écouté les instructions de Caleb les bras croisés et les yeux vifs, et a hoché la tête une fois que ce fut fait. « Les Henderson d'abord, a dit Caleb, puis la famille Reyes sur la route du Sud. Dites-leur de venir discrètement et de passer par l'arrière. Dites-leur que c'est le moment. » Will l'a regardé fixement. « Ils sauront ce que ça veut dire, a-t-il dit. Viendront-ils? » Will a regardé May. May lui a fait un petit signe de tête. Il a de nouveau regardé Caleb. « Monsieur Henderson attend depuis 2 ans que quelqu'un dise ces mots, a-t-il dit. Il viendra si vite qu'il en oubliera ses bottes. » Il était parti avant la fin de la phrase. May a fermé la porte et est retournée dans la pièce. Dorothy était à la table, la boîte devant elle, la lettre de Thomas pliée à l'intérieur de sa robe. Elle n'avait pas beaucoup bougé depuis 1 heure, mais elle avait la qualité d'une personne qui bougeait beaucoup à l'intérieur, traitant, calculant, arrivant à des conclusions. Henry était assis à côté d'elle. Grace s'était endormie sur la chaise dans le coin, la tête contre le mur et les mains jointes sur ses genoux. La confiance inconsciente parfaite d'un enfant qui a décidé que les adultes dans la pièce étaient à la hauteur de la situation. Caleb était à la fenêtre, ne regardant pas la rue. Le rideau était tiré, mais il écoutait. 30 ans de travail sur le terrain lui avaient donné la capacité de lire une ville à travers ses sons comme d'autres hommes lisent un journal. Le rythme de Redstone à cette heure était anormal. Trop de sabots en mouvement, trop de voix au mauvais ton. Il agit plus vite que prévu, a dit Caleb. Dorothy a levé les yeux. Comment le savez-vous? L'écurie de louage, a dit Caleb. 2 chevaux sont sortis ces 10 dernières minutes en provenance de l'Est. Et quelqu'un a sonné la cloche de l'église une fois il y a environ 20 minutes et s'est arrêté. C'est un signal quelconque. L'expression de May s'est durcie. Cole utilise la cloche pour appeler ses adjoints des postes éloignés quand il les veut en ville rapidement. Il l'a fait une fois auparavant, quand le garçon Morrison a essayé de porter plainte auprès du juge de circuit. Elle a fait une pause. Le garçon Morrison a quitté la ville le lendemain matin et n'est jamais revenu. Caleb s'est détourné de la fenêtre. Combien d'adjoints Cole a-t-il? 4 à temps plein, a dit May. Plus Crane et ceux que Crane fait venir de l'extérieur quand il en a besoin. Elle l'a regardé fixement. Ce soir, il a probablement 6 ou 7 hommes disponibles. Et le Reverend Hale, a dit Dorothy doucement. Tout le monde l'a regardé. Thomas l'a mentionné dans la lettre. Il a dit que Hale savait. Il a dit que Hale était dans la poche de Cole depuis des années parce que Cole détient l'acte de propriété de l'Église. Elle a regardé ses mains. Thomas a dit que Hale n'était pas un homme mauvais, juste un homme effrayé. Caleb a réfléchi à cela. Un homme effrayé avec accès à une congrégation était soit un handicap, soit une ressource, dépendant entièrement de la direction dans laquelle la peur le pousserait le moment venu. De quel côté se range Hale quand ça compte? A-t-il demandé à May. May est restée silencieuse un moment, le genre de silence qui signifiait qu'elle était honnête plutôt que rassurante. Je ne sais pas, a-t-elle dit finalement. Il n'a pas été mis à l'épreuve. Cole n'a jamais poussé assez fort en public pour forcer un choix. Elle a fait une pause, mais je vous dirais que Hale était venu à l'enterrement de Thomas Callahan
qu'il s'est tenu près de cette tombée et qu'il avait l'air d'un homme qui ne pouvait pas se regarder dans un miroir. Caleb a noté cela. Les 40 minutes suivantes furent de celles qui passent lentement et vite à la fois. La cuisine de May est devenue un centre de mouvement silencieux. Elle s'y déplaçait avec une économie totale, préparant de la nourriture que personne n'avait demandé, mais que tout le monde a mangé. Gardant le poêle bas, les lampes tamisées, Henry est resté éveillé et vigilant avec la vigilance disciplinée de quelqu'un qui avait décidé qu'être utile était la meilleure réponse possible à la peur. Dorothy a lu d'autres documents de Thomas, méthodiquement, de la manière dont une femme lit une carte du territoire qu'elle doit traverser. Caleb s'est assis avec elle, ils ont parcouru les papiers ensemble, il a expliqué ce qu'il regardait, elle a écouté et posé des questions précises et intelligentes. Et il a pensé, pas pour la première fois, que Thomas Callahan avait été un homme chanceux, de la manière particulière des hommes qui connaissent la valeur de ce qu'ils ont. Les Henderson sont arrivés les premiers. Robert Henderson était un homme large et buriné d'une 50aine d'années, avec des mains comme du cuir usé et un visage figé dans la même expression de chagrin réprimé depuis si longtemps qu'elle était devenue permanente. Sa femme Clara l'accompagnait, petite et droite, et elle est allée directement à Dorothy sans parler, a pris ses deux mains et les a tenues, ce qui disait tout ce qui devait être dit. « Il a enfin fait une erreur », a dit Robert, regardant les documents étalés sur la table. Sa voix était basse et contrôlée, mais quelque chose en dessous attendait depuis longtemps de bouger. 8 ans que nous le regardons prendre aux gens sans jamais laisser de traces. Et il a enfin fait une erreur. Thomas s'est assuré qu'il laisserait une trace, a dit Caleb. Robert a regardé la boîte. Thomas Callahan était le meilleur homme de ce comté, a-t-il dit doucement. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive ce soir, je veux qu'il soit consigné que cet homme est mort en essayant de protéger des gens qui ne savaient même pas qu'il le faisait. Dorothy a baissé les yeux sur la table juste une seconde. Puis elle a levé les yeux. Il aurait dit la même chose de vous, a-t-elle dit. La famille Reyes est arrivée 20 minutes plus tard. Miguel Reyes et son fils aîné, un jeune homme d'environ 20 ans nommé Domingo, qui avait l'air de quelqu'un qui portait une colère spécifique depuis un temps spécifique et était devenu très doué pour la porter sans la laisser paraître. Ils ont amené une voisine, une veuve nommée Ruth Ashby, dont le mari était mort dans des circonstances que le shérif avait qualifiées d'accident de cheval et que personne d'autre n'avait cru. Et Ruth Ashby est entrée sans y être invitée, s'est assise à la table et a dit « Dites-moi ce que nous faisons et je le ferai ». La pièce arrière de May devenait bondée. Caleb a exposé les choses clairement. Il leur a montré les documents. Il les a guidés à travers la comptabilité de Thomas, acte par acte, transaction par transaction. Et il a observé leur visage alors que toute l'architecture de ce qui leur avait été fait devenait visible. Ce n'était pas une chose agréable à regarder. Il y avait une sorte de douleur particulière qui vient en voyant la chose qui a détruit votre vie exposée dans des documents bien ordonnés. Le calme bureaucratique de la chose. La façon dont le vol, le meurtre et l'intimidation devenaient des postes dans le grand livre de quelqu'un. La mâchoire de Robert Henderson travaillait constamment. Clara a mis sa main sur sa bouche à un moment donné et l'y a laissé. Miguel Reyes est devenu très immobile, à la manière des hommes qui décident entre le chagrin et la fureur, et n'ont pas encore choisi. Le juge de circuit passe par Abilene le mois prochain, a dit Caleb quand il a eu fini. Avec ces documents et les témoignages sous serment de chaque famille dans cette pièce, nous avons assez pour une enquête fédérale complète sur Cole et la Redstone Development and Cattle Company. Il a regardé autour de la table. Mais nous devons d'abord survivre à cette nuit. Que se passe-t-il ce soir, Edom? A demandé Robert. Cole va s'en prendre à la boîte, a dit Caleb. Il a déjà appelé ses adjoints. Il sait que la boîte existe et il sait qu'elle n'est plus à la propriété des Callahan, ce qui signifie qu'il sait qu'elle est quelque part en ville. Il commencera par les endroits évidents. Il a regardé May, celui-ci en étant un. May a redressé le dos et n'a rien dit, ce qui était sa propre forme de réponse. S'il vient ici avec un mandat légal, je ne peux pas l'arrêter, a dit Caleb. Mais je peux lui compliquer les choses, et c'est de complications dont nous avons besoin dans ce moment. Pas un combat, pas une confrontation, mais du temps. Chaque heure que nous tenons ensemble est une heure de plus vers le moment où cela deviendra trop public pour que Cole puisse l'enterrer. Comment le rendre assez public ce soir? A demandé Dorothy. Nous ne nous cachons pas, a dit Caleb. C'est la première chose.
L'instinct est de garder cela secret et protégé. Mais le secret et la protection sont exactement ce sur quoi Cole compte. Il s'attend à ce que vous ayez peur. Il s'attend à ce que vous vous dispersiez. Il a regardé chaque visage autour de la table. Nous ne nous dispersons pas. La porte s'est ouverte alors, et tout le monde dans la pièce a bougé dans la même demi-seconde d'instinct. La main de Robert est allée à sa hanche. Domingo s'est levé de sa chaise. Caleb s'est retourné, la main près de son arme. C'était Will Dawes. Il est entré vite, le souffle court, et a dit « Les hommes de Cole descendent la rue principale. 4 d'entre eux se dirigent par ici. » La pièce s'est tendue. Caleb a regardé May. « La sortie arrière, par le potager et par le portail dans la ruelle, a-t-elle dit. « Mais où allez-vous aller? Chaque bâtiment du centre-ville est visible depuis la rue principale. »« Nous n'allons nulle part, a dit Caleb. Dorothy l'a regardé vivement. « Fuir confirme que nous cachons quelque chose, a-t-il dit. « Nous restons, nous les laissons venir. » Il a regardé les documents sur la table. « Mais pas ici. May, où vont-ils? » May n'a pas hésité. « La planche du plancher sous l'étagère du garde-manger, a-t-elle dit. Au même endroit où je garde depuis 30 ans des lettres qui ne regardent que moi. Mettez-les là maintenant. » Il a regardé Henry qui était déjà sur ses pieds. « Henry. Monsieur, j'ai besoin que tu emmènes ta sœur dans la chambre à l'étage que May nous a montré plus tôt et que tu la gardes là, quoi que tu entendes. Peux-tu le faire? » Henry a regardé Grace, toujours endormie dans le fauteuil du coin, puis Caleb avec ce fer de 10 ans. « Oui, monsieur, a-t-il dit, et puis parce qu'il était le fils de sa mère. Est-ce qu'elle ira bien? »« Elle ira bien, a dit Caleb. « Toi aussi, mais j'ai besoin de toi à l'étage. » Henry a traversé la pièce jusqu'à sa sœur et lui a touché doucement le bras. Grace s'est réveillée immédiatement, complètement, comme les enfants qui ont appris à dormir d'un sommeil léger se réveillent, pas groggy, juste présent. Henry lui a murmuré quelque chose de trop bas pour que la pièce l'entende, et Grace a hoché la tête, a pris sa main, et ils sont allés vers les escaliers sans regarder en arrière. May s'est dirigée vers le garde-manger avec les documents sous le bras, efficace et rapide, et est revenue en 2 minutes les mains vides et avec une expression de normalité domestique complète. Dorothy était toujours à la table. Elle regardait Caleb. « Que dois-je faire? » a-t-elle dit. Caleb l'a regardé. « Vous vous asseyez exactement où vous êtes, a-t-il dit. Vous êtes une veuve qui est venue chez sa voisine après que sa maison a brûlé. Ce n'est pas un crime. Ce n'est même pas suspect. C'est juste une femme qui avait besoin d'un endroit où aller. Et les autres? » Il a regardé autour de la table. Robert et Clara Henderson, Miguel et Domingo Reyes, Ruth Ashby, Will Dawes. « Vous êtes tous des voisins, a-t-il dit. Des voisins qui ont entendu parler de l'incendie et sont venus voir si Dorothy avait besoin de quelque chose. Ce n'est pas un crime et ce n'est pas suspect, et il n'y a rien dans cette pièce qui dise le contraire. » Robert Henderson l'a regardé avec des yeux qui avaient recalculé plusieurs choses ces 30 dernières secondes. « Et vous, a-t-il dit, je suis un voyageur qui s'est arrêté pour aider un enfant et a fini chez une voisine pour le souper, a dit Caleb. Je n'ai aucune histoire dans cette ville, aucun statut officiel et rien qui me relie à tout cela. Crane vous a vu, a dit Dorothy. Il a reconnu votre nom. Oui, a dit Caleb, ce qui signifie que Cole sait que je suis un ancien agent fédéral, ce qui signifie qu'il sera prudent sur la façon dont il agira devant moi. Il a soutenu son regard. Ce n'est pas un problème, c'est un tampon. On a frappé à la porte d'entrée avant que Dorothy ne puisse répondre. May est allée répondre sans qu'on le lui demande et sans se presser. La pièce a écouté ses pas sur le plancher de bois, le bruit du loquet, la porte qui s'ouvre, une voix que Caleb ne connaissait pas, formelle et portant juste un peu plus d'autorité que nécessaire. « Bonsoir, May. Nous cherchons Dorothy Callahan. » La voix de May est revenue, chaleureuse et sans hâte. Bien sûr, la pauvre femme a eu une journée terrible. Entrez, ne restez pas dans le noir, je vous accompagne. 3 hommes sont entrés derrière May. 2 étaient des adjoints que Caleb n'avait pas vus auparavant, jeunes, armés, observant la pièce avec la vigilance inconfortable particulière des hommes qui ont reçu des ordres dont ils ne sont pas entièrement sûrs. Le 3e n'était pas un adjoint. C'était un homme d'environ 60 ans en col de ministre, tenant son chapeau à 2 mains et se déplaçant dans la pièce avec le langage corporel de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs sur Terre.
Le révérend Thomas Hale. Il a d'abord regardé Dorothy, puis ses yeux ont parcouru la pièce. Robert Henderson, Clara, Miguel Reyes, Ruth Ashby, et quelque chose s'est produit sur son visage. Un mouvement rapide et complexe, comme un homme regardant une image se développer. Il a regardé Caleb en dernier et a soutenu son regard juste une seconde avant de le détourner. « Madame Callahan, » a dit l'adjoint le plus grand, « le shérif Cole voudrait vous parler. » « Bien sûr qu'il le voudrait, » a dit Dorothy. Sa voix était parfaitement égale. « Dites-lui que je viendrai à son bureau demain matin, une fois que j'aurai eu la chance de me reposer et de m'occuper de mes enfants. » L'adjoint a changé de pied. « Il espérait ce soir, madame. »« J'imagine, » a dit Dorothy, « mais j'ai enterré un mari, vu ma maison brûler, et passé la meilleure partie de cette journée à m'assurer que mes enfants étaient en sécurité. Je suis actuellement assise chez ma voisine, entourée d'amis, et je ne crois pas que le shérif de ce comité ait l'autorité légale de contraindre une veuve en deuil à assister à une réunion de nuit sans conseil ni motif. Elle a regardé l'adjoint avec le calme de quelqu'un qui y réfléchit depuis 2 ans. « L'a-t-il? » L'adjoint a ouvert la bouche, l'a refermée. Caleb a dit de sa place à l'autre bout de la table. « Elle a raison, adjoint. À moins que le shérif n'ait un mandat légal spécifique avec un nom et un délit, Madame Callahan n'est nullement obligée d'aller où que ce soit ce soir. Vous pouvez lui transmettre ce message. » L'adjoint a regardé Caleb. Son expression a changé, essayant de le situer, se recalibrant. « Et vous êtes? »« Un voyageur, » a dit Caleb, « de passage. Je me suis arrêté pour aider une famille dans le besoin. » Il a laissé cela en suspens un moment. « Ancien enquêteur fédéral de San Antonio, si c'est pertinent. » Caleb Morrow. Il a dit le nom simplement, de la même manière qu'il l'avait dit à Crane au lit du ruisseau, faisant savoir à Cole, par les oreilles de l'adjoint, que quelqu'un dans cette pièce savait à quoi ressemblait une enquête fédérale et ce qu'elle exigeait. La mâchoire de l'adjoint s'est crispée. Il a regardé le Reverend Hale. Hale n'avait pas bougé de sa position près de la porte. Il regardait la table où les documents avaient été. Ils étaient partis maintenant, dans le plancher du garde-manger de May, mais l'espace où ils avaient été disposés était encore évident dans le léger déplacement des tasses et des chaises. Il regardait Dorothy avec une expression qui était passée du calcul à quelque chose de plus rare et de plus difficile. « Dorothy, » a-t-il dit. Sa voix était plus calme que celle des adjoints, plus personnelle, plus chargée de quelque chose qu'il portait. « Je pense qu'il serait préférable que vous... »« Reverend Hale, » a dit Dorothy. Elle a dit son nom avec une précision particulière qui l'a arrêté en pleine phrase. « Connaissiez-vous mon mari? » Hale a cligné des yeux. « Bien sûr, Thomas était un... »« Saviez-vous ce qui était fait à sa famille avant et après sa mort? » a dit Dorothy. « Saviez-vous pour les transferts de terre, les actes falsifiés, les familles dans cette pièce qui ont perdu tout ce qu'elles avaient à cause d'un système auquel vous aviez accès et dont vous avez choisi de ne pas parler? » La pièce était absolument immobile. Le visage de Hale avait pris la couleur du vieux plâtre. Ses mains se sont crispées sur son chapeau. L'un des adjoints a bougé, mal à l'aise. « Ce n'est pas... » a commencé Hale. « Je ne vous demande pas de me répondre ce soir, » a dit Dorothy. Sa voix n'avait pas monté. Elle était toujours parfaitement contrôlée, ce qui la rendait en quelque sorte plus dévastatrice que la colère ne l'aurait été. « Je vous demande de réfléchir à la réponse sur le chemin du retour, où que vous alliez. Pensez à ce que Thomas a écrit dans sa Bible, le passage qu'il a souligné la semaine avant sa mort. Je l'ai trouvé ce matin avant l'incendie. Matthieu 7, 12. Elle a soutenu le regard de Hale. Je crois que vous le connaissez. Hale l'a regardé un long moment. Sa bouche a bougé une fois sans produire de son. Puis il a regardé le sol. L'adjointe a regardé entre eux avec l'expression d'un homme pris dans une conversation pour laquelle il n'avait pas le vocabulaire. « Nous dirons au shérif que vous viendrez demain, » a-t-il dit finalement. « Merci, » a dit Dorothy comme si elle acceptait une offre de thé. Les adjoints sont partis. Hale les a suivis plus lentement, s'arrêtant à la porte et regardant de nouveau la pièce, les gens qui s'y trouvaient, ce qu'ils représentaient, ce qu'il calculait dans l'intimité de sa propre conscience. Puis il est parti. May a fermé la porte derrière eux. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Robert Henderson a expiré longuement et lentement et a dit « Seigneur Tout-Puissant, Dorothy. » Clara Henderson a tendu la main sur la table et a de nouveau pris celle de Dorothy. Cette fois, Dorothy s'est laissée faire, pressant brièvement avant de relâcher.
Dorothy a regardé Caleb. Matthieu 7, 12, a-t-elle dit, répondant à la question qu'il n'avait pas posée. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Thomas l'avait vraiment souligné? A demandé Caleb. Il soulignait tout, a dit Dorothy. Il était ce genre d'homme. Une pause. Mais oui, il a souligné celui-là. Caleb s'est levé et est de nouveau allé à la fenêtre. Les adjoints redescendaient la rue, sans se presser, la performance de la normalité. Hale était un pas derrière eux, se déplaçant différemment. Plus lentement, plus lourdement, comme un homme s'éloignant de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait laisser derrière lui. Il va faire son rapport à Cole, a dit Miguel Reyes. Il regardait la même fenêtre. Tout, ce qu'il a vu ici, qui était dans cette pièce. Oui, a dit Caleb. Alors Cole sait que nous avons les documents. Cole le savait avant ce soir, a dit Caleb. Crane savait que la boîte existait. Cole savait qu'elle était quelque part. Ce soir a confirmé qu'elle est ici et qu'elle a été ouverte. Il a regardé autour de la pièce, ce qui signifie que nous avons fini d'attendre. Robert Henderson s'est redressé. Que faisons-nous? Caleb a regardé Dorothy. Dorothy l'a regardé en retour avec ses yeux stables, épuisés, incassables, et lui a fait un petit signe de tête. Pas de déférence, une confirmation. Le signe de tête d'une femme qui a examiné sa position et la soutient. Demain matin, a dit Caleb, avant que Cole ne puisse agir, nous portons cela au peuple. Il a regardé chaque visage dans la pièce, chaque famille qui a été touchée par cela, chaque voisin qui a vu cela se produire, chaque personne dans cette ville qui a vécu avec une peur silencieuse qu'elle ne pouvait pas nommer. Il a regardé Will Dawes. « Peux-tu chevaucher avant le lever du soleil? » « Je peux chevaucher maintenant, a dit Will. Avant le lever du soleil, a dit Caleb. J'ai besoin de chaque famille que May a nommée, tout le monde. Et j'ai besoin que la congrégation du Reverend Hale sache que leur église est sur un acte de propriété qui appartient à Cole, ce qui signifie que l'homme dans cette chair prêche la parole de Dieu dans un bâtiment tenu au-dessus de sa tête comme garantie. Il a fait une pause. Les gens ont le droit de savoir sur quoi ils se tiennent. La pièce est restée silencieuse un moment, puis Ruth Ashby, qui n'avait pas parlé depuis qu'elle s'était assise et avait dit qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire, a dit « Mon mari a essayé de parler de Cole à 3 personnes avant de mourir. 3 personnes, elles avaient peur. » Elle a regardé Caleb. « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elles n'auront pas peur demain? » Caleb a réfléchi à cela honnêtement, comme la question le méritait. « Elles l'auront, a-t-il dit. La peur ne disparaît pas, mais la peur et l'action ne sont pas mutuellement exclusives. Les gens agissent malgré la peur tout le temps quand ils savent qu'ils ne sont pas seuls. » Il a regardé les gens autour de la table. Une veuve, un éleveur et sa femme, un père et son fils, une femme en deuil, un jeune de 16 ans qui chevauchait vite, et une petite femme féroce qui tenait la conscience de cette ville depuis 30 ans. En ce moment, dans cette pièce, personne n'est seul. Personne n'a répondu à cela. Personne n'en avait besoin. Dehors, la nuit était devenue complètement noire, et Redstone était calme de la manière particulière des endroits qui retiennent leur souffle. La lampe de Cole brûlait à la fenêtre du bureau du shérif au bout de la rue, visible de l'étage supérieur de May, un petit rectangle jaune contre le noir. Quelque part dans ce bâtiment, Augustus Cole prenait des décisions. Dans la pièce arrière de May Winston, eux aussi. Et pour la première fois en 2 ans, les personnes qui prenaient des décisions pour Redstone n'étaient pas celles qui portaient les insignes. Will Dawes est parti avant que le ciel ne montre la moindre couleur. Caleb a entendu le cheval partir de la chambre que May lui avait donnée au 2e étage, un petit espace avec une seule fenêtre donnant sur la ruelle. Il n'avait pas dormi. Il ne pensait pas que quiconque dans le bâtiment avait dormi. Pas vraiment, en tout cas. Grace était restée silencieuse à l'étage, et Henry s'était finalement immobilisé sur la chaise à côté d'elle, de la manière dont les jeunes corps se rendent à l'épuisement, même lorsque l'esprit refuse. Il est resté dans le noir et a écouté Redstone respirer, et a pensé à ce que le matin apporterait. Le plan était simple, ce qui était le seul type de plan qui fonctionnait. Les plans simples avaient moins d'endroits où se briser. Thomas Callahan avait passé 2 ans à monter un dossier en secret, seul, et cela l'avait fait tuer. La réponse au secret et à l'isolement n'était pas plus de secret. C'était le contraire. C'était le bruit, le nombre et le pouvoir particulier des gens qui avaient eu peur en privé, découvrant que tout le monde autour d'eux avait eu peur de la même chose. La force de Cole était l'apparence de la légitimité.
Enlever cela devant suffisamment de témoins et toute la structure s'effondrait. La question était de savoir si suffisamment de gens viendraient. Aux premières lueurs, Caleb s'est habillé et est descendu. May était déjà dans la cuisine, ne l'avait probablement jamais quitté, se déplaçant avec la même efficacité silencieuse qu'elle avait maintenue toute la nuit. Elle a mis du café devant lui sans qu'on le lui demande, s'est assise en face de lui à la table et l'a regardé avec des yeux qui avaient fait leur propre traitement pendant les heures sombres. « Combien pensez-vous qu'il en viendra » a-t-elle demandé. « Assez » a dit Caleb, parce que c'était la seule réponse acceptable. May l'a regardé fixement. « Et si Cole agit avant qu'il n'arrive ?»« Alors nous nous en occuperons » a dit Caleb. May a enroulé ses deux mains autour de sa tasse. « J'ai vécu dans cette ville pendant 30 ans » a-t-elle dit. « J'ai regardé Cole construire cette chose pièce par pièce. J'ai vu de bonnes personnes perdre leur terre, leurs moyens de subsistance et certaines d'entre elles, leur vie. Et chaque fois, je me disais que le moment n'était pas le bon, que les preuves n'étaient pas assez solides, que le risque était trop élevé. » Elle a fait une pause. Thomas Callahan était plus courageux que moi. « Thomas Callahan est mort » a dit Caleb. « Pas durement, juste simplement. »« Oui » a dit May. « Et ses enfants sont à l'étage dans ma maison parce que quelqu'un s'est enfin arrêté. » Elle l'a regardé. « Vous auriez pu continuer votre chemin. »« J'aurais pu » a dit Caleb. May l'a regardé un moment, de la manière de quelqu'un qui a une question de suivi et décide de la poser ou non. Puis elle l'a posée. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Caleb a pensé à une fillette de 7 ans debout dans les cendres avec la boîte d'un homme mort pressé contre sa poitrine et des yeux qui ne voyaient rien et faisaient confiance à tout. Il a pensé à Thomas Callahan écrivant une lettre dans le noir, sachant qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui, organisant ses preuves pour un étranger qu'il ne rencontrerait jamais, croyant que cet étranger viendrait quand même. « Quelqu'un aurait dû s'arrêter il y a longtemps » a-t-il dit. « Je suis juste celui qui passait par là. » May l'a regardé un dernier long moment, puis elle a hoché la tête une fois, et ce fut la fin de cette conversation. Dorothy est descendue 20 minutes plus tard. Elle avait fait quelque chose à ses cheveux, redressé sa robe, et elle est entrée dans la cuisine avec le sang-froid particulier d'une femme qui a fait de la paix avec ce que la journée exige d'elle. Elle s'est versé son propre café et s'est tenue à la fenêtre, regardant la ruelle et la faible lumière qui commençait à poindre dans le ciel. « Ils viendront » a-t-elle dit. Elle ne demandait pas. Elle décidait. « Oui, madame » a dit Caleb. Elle s'est retournée et l'a regardé. « Et Cole ?»« Il agira » a dit Caleb. « Comptez dessus. La question est de savoir quand et de quelle manière. » « Et Hale ?» C'était la question à laquelle Caleb n'avait pas de réponse claire. Il y avait réfléchi toute la nuit. Un homme comme Hale était une variable. Pas mauvais, pas bon, juste effrayé. Et les hommes effrayés se déplacent dans des directions imprévisibles lorsque la pression devient assez forte. Soit ils trouvent en eux quelque chose qu'ils ne savaient pas être là, soit ils s'effondrent dans la direction de celui qui leur fait le plus peur. « Je ne sais pas » a dit Caleb honnêtement. Dorothy a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'elle attendait et qu'elle en avait déjà tenu compte. Ils ont entendu la première charrette 1 heure après le lever du soleil, puis une autre, puis le bruit de chevaux et de bottes sur le sol derrière le bâtiment, et des voix basses au début, puis plus stables, le son de gens qui sont restés silencieux trop longtemps et sont arrivés quelque part où ils ont l'intention de parler. May est allée à la porte arrière et Caleb est resté près de l'avant, et ils ont laissé les gens entrer par les 2 entrées, affluentes au rez-de-chaussée de la pension, jusqu'à ce que le salon, le hall et la cuisine soient pleins, et que les gens se tiennent sur le porche et dans la ruelle. Les Henderson étaient déjà là, Robert avec son chapeau à la main et la mâchoire serrée, Clara à ses côtés. La famille Reyes avait amené 2 cousins. Ruth Ashby avait amené 4 femmes de la route du Sud qui se tenaient ensemble près de la fenêtre avec l'expression collective de personnes qui ont parcouru une longue distance pour voir quelque chose qu'elles attendaient de voir. Will Dawes avait fait son travail. Henry est descendu à un moment donné, attiré par le son, et s'est tenu au bas des escaliers, regardant la pièce pleine de gens avec une expression qui est passée de la surprise à quelque chose de plus calme et de plus complexe. Grace est venue derrière lui, la main sur son épaule pour se guider, s'est arrêtée au bas de la marche et a incliné son visage vers le haut dans sa manière d'écouter, absorbant la pièce par son son.
et ce qu'elle a entendu l'a rendu très immobile. « Henry, a-t-elle dit doucement, il y a beaucoup de monde. »« Ouais, a dit Henry. Sa voix était rauque. Il y en a. » Caleb a étalé les documents sur la table de la salle à manger de May et a laissé les gens s'en approcher. Il n'a pas fait de discours. Il n'en avait pas besoin. Il a guidé les gens à travers les pages, famille par famille, et a observé leurs visages alors qu'ils voyaient leurs propres noms et leurs propres histoires dans l'écriture soignée de Thomas Callahan. Il a vu Miguel Reyes trouver le document enregistrant le faux transfert de ses droits sur l'eau et devenir silencieux d'une manière plus puissante que n'importe quel bruit. Il a vu une femme qu'il n'avait pas rencontrée auparavant, une Madame Garner, qui avait perdu son ranch l'automne précédent et à qui on avait dit que c'était à cause d'impôts impayés, trouver le registre de paiement montrant que les impôts avaient en fait été payés et que le reçu avait été falsifié après coup. Elle l'a lu 2 fois, lentement, puis elle a levé les yeux et a dit très doucement, « Je veux témoigner. »« Vous le ferez, » a dit Caleb. La pièce continuait de se remplir. Et puis, à 9 heures moins le quart du matin, alors que la pension contenait plus de gens qu'elle n'avait jamais été conçue pour en contenir, que les documents étaient étalés sur toutes les surfaces et qu'une douzaine de conversations se déroulaient à voix basse et urgente, la porte d'entrée s'est ouverte et Augustus Cole est entré. Il est venu avec 2 adjoints et sans Crane, ce qui était un choix qui a dit quelque chose à Caleb. Crane était l'homme que l'on amenait quand on avait l'intention de faire bouger les choses. Cole était venu sans lui, ce qui signifiait qu'il était d'abord venu pour évaluer, pour voir à quel point c'était grave avant de décider quel genre de gravité il allait créer. La pièce s'est devenue silencieuse. Cole était exactement ce que Caleb avait attendu de tout ce qu'il avait entendu. Un homme grand, pas gros, mais substantiel, avec des cheveux argentés et un insigne d'homme de loi porté avec l'aisance de quelque chose qui faisait partie de son corps depuis si longtemps qu'il avait cessé d'y penser. Il avait un visage fait pour inspirer la confiance, ouvert, stable, l'autorité burinée d'un homme qui avait passé des décennies à être la personne la plus fiable de la pièce. Il a regardé autour du salon de May, les quelques 30 personnes qui s'y trouvaient, et son expression n'a pas changé. Il avait le contrôle d'un homme qui n'avait jamais eu à sentir son visage le trahir, parce que son visage avait toujours été un instrument plutôt qu'une fenêtre. Ses yeux se sont posés sur les documents sur la table, puis sur Caleb. « Monsieur Morrow », a-t-il dit. Sa voix était calme, chaleureuse et entièrement fabriquée. « J'ai entendu dire que vous étiez de passage. »« Je le suis toujours », a dit Caleb. « Sacré rassemblement pour un homme de passage. » Cole a de nouveau regardé la pièce, une évaluation, pas une salutation, comptant les visages, mesurant les allégeances, calculant à quoi il avait affaire. Dorothy s'est avancée du côté de la pièce. Cole l'a regardée et, juste une seconde, la chaleur de son visage s'est ajustée. Pas en cruauté, cela aurait été trop lisible, mais dans le registre prudent particulier d'un homme qui se recalibre. « Dorothy, a-t-il dit, je suis désolé pour votre maison, une chose terrible. »« Oui, a dit Dorothy. C'en était une. J'ai posé des questions sur ce qui s'est passé. Il semble que le feu ait pu commencer dans le poêle de la cuisine. Ces choses. Augustus. » Dorothy a dit son nom comme on dit le nom de quelqu'un que l'on connaît depuis trop longtemps pour faire semblant, doucement et sans fioriture. Nous savons tous les deux comment le feu a commencé. La pièce était absolument immobile. Cole a soutenu son regard. Quelque chose a traversé ses yeux. Pas de la culpabilité. Les hommes comme Cole s'étaient réorganisés au-delà de la culpabilité il y a des années, mais l'intelligence froide particulière de quelqu'un qui décide comment procéder. « Je ne sais pas quelles histoires on vous a racontées, » a-t-il dit prudemment. « On ne m'a pas raconté d'histoire, » a dit Dorothy. « J'ai lu des documents. » Elle a regardé la table. « Les documents de mon mari, 2 ans de registre qu'il a tenus parce qu'il savait ce qui se passait et qu'il savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de les voir. » Le regard de Cole s'est posé sur les documents sur la table, puis de nouveau sur Dorothy, puis sur Caleb. « Quoi que M. Morrow vous ait dit, » a-t-il commencé. « Caleb Morrow n'a pas écrit ça, Augustus, » a dit Dorothy Quasi. « C'est Thomas qui l'a fait, de sa propre main pendant 2 ans. Chaque acte, chaque signature falsifiée, chaque famille que vous avez spoliée. » Elle a fait une pause. «
Chaque paiement que vous avez fait à des hommes de se compter pour qu'ils détournent le regard. L'un des adjoints de Cole a bougé. L'autre fixait le sol d'une manière qui suggérait qu'il était arrivé avec le shérif et qu'il reconsidérait maintenant tranquillement ses choix de carrière. Cole a regardé Caleb. « Vous n'avez aucune autorité légale ici, a-t-il dit. La chaleur avait disparu maintenant. Juste l'instrument, nu et professionnel. Quoi que vous pensiez avoir assemblé, c'est une affaire de comté. Et c'est une affaire fédérale, a dit Caleb. Les lois sur la fraude foncière sont des lois fédérales. La falsification d'actes de propriété foncière fédéraux est un délit fédéral. Le juge de circuit passe par Abilene le mois prochain et j'ai assez ici pour une enquête fédérale complète. Il a soutenu le regard de Cole. Vous pouvez sortir d'ici maintenant et laisser ce processus suivre les voies légales, ou vous pouvez faire ce que je pense que vous envisagez, auquel cas vous le ferez devant 30 témoins et un ancien enquêteur fédéral, ce qui est le genre de choses qui transforme une affaire de fraude foncière en une affaire de meurtre. Cole l'a regardé un long moment. La pièce attendait, puis une voix est venue du fond de la foule, près de la porte. « Augustus !» Tout le monde s'est retourné. Le révérend Thomas Hale se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était entré pendant l'arrivée de Cole sans se faire remarquer, ce qui suggérait qu'il était là depuis un moment, à écouter. Il tenait son chapeau de la même manière que la veille, à deux mains fermement. Mais son visage était différent. Le conflit qui s'y lisait la veille s'était résolu dans une direction. « Je pense que vous devriez partir, » a dit Hale. Cole le fixa. « Thomas, ce sont mes fidèles, » a dit Hale. Sa voix tremblait légèrement, ce qu'il n'a pas essayé de cacher. Ce sont des gens devant qui je me suis tenu chaque dimanche pendant 15 ans et à qui j'ai dit que la vérité compte et que la justice appartient au Seigneur. Il s'est arrêté. Je n'ai pas vécu selon cela, je le sais. Vous le savez. Il a regardé le sol juste une seconde, puis a relevé les yeux. Mais je vis selon cela maintenant. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres silences du matin. C'était le silence de quelque chose qui bascule. Cole a regardé Hale un long moment. Quelque chose sur son visage, la dernière couche de performance, est devenue plat. Ce qu'il y avait en dessous n'était pas de la rage. C'était du calcul, froid et final. Le calcul d'un homme qui vient de voir quelque chose qu'il ne peut pas contrôler devenir quelque chose qu'il ne peut pas arrêter. Il a regardé la pièce. Il a regardé les documents sur la table. Il a regardé Robert Henderson, Miguel Reyes, Ruth Ashby et 30 autres personnes qui avaient eu peur de lui et qui se tenaient dans la pension de May Winston sans avoir peur de lui. Et il a compris, avec l'intelligence d'un homme qui avait bâti un empire en lisant les pièces, que la pièce avait tourné. Sa main s'est légèrement déplacée vers sa hanche. Caleb a dit « non ». Juste ce mot. Calme, absolu. La main de Cole s'est arrêtée. Caleb a regardé les deux adjoints. « Posez vos armes sur la table », a-t-il dit. « Tous les deux maintenant. » L'adjoint qui avait fixé le sol a levé les yeux, a regardé Cole, puis les 30 personnes dans la pièce, et a ensuite posé son revolver sur la table avec le mouvement prudent et délibéré d'un homme prenant une décision qu'il sait être la bonne. Le deuxième adjoint a suivi. Cole est resté sans bouger. Il calculait encore. Caleb pouvait le voir, faisant les comptes, cherchant la sortie, en trouvant une, puis la trouvant bloquée et en cherchant une autre. C'était un homme qui, pendant 8 ans, n'avait jamais manqué d'issue, et il se tenait dans le salon de May Winston, découvrant ce que cela faisait. Robert Henderson s'est avancé du côté de la pièce. Sa voix était basse, stable et finale. « Je veux récupérer ma terre, » a-t-il dit. « Toute. Et je veux que l'acte soit corrigé dans les registres devant un examinateur fédéral. »« Pareil, » a dit Miguel Reyes de l'autre côté de la pièce. « Pareil, » a dit Madame Garner. « Pareil, » a dit Ruth Ashby. Les voix se sont succédées. Pas fortes, pas théâtrales, juste stables et certaines. Les voix de gens qui attendaient de dire quelque chose de vrai à voix haute et avaient enfin trouvé une pièce pour le dire. Cole a regardé chaque visage à mesure que les voix s'élevaient et quelque chose en lui, pas de la culpabilité, jamais de la culpabilité, mais quelque chose de fonctionnel et de pratique, s'est finalement éteint. Le visage qui avait été un instrument pendant 30 ans est devenu immobile. Il a regardé Caleb. « Vous n'avez aucune autorité, » a-t-il dit. Une dernière fois, plus doucement maintenant. « Non, » a convenu Caleb, « mais j'ai une pièce pleine de témoins, une boîte pleine de preuves fédérales et le calendrier d'un juge de circuit. » Il a soutenu le regard du shérif sans colère et sans satisfaction.
Et vous n'avez plus rien pour menacer qui que ce soit. Cole est resté là un autre moment. Puis il a regardé Dorothy. Elle l'a regardé en retour. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait au milieu du salon de May Winston, la colonne vertébrale droite, le menton haut et les 2 années de vérité minutieuse de son mari étalées sur la table derrière elle. Et elle a regardé l'homme qui avait brûlé sa maison, tué son mari et pris tout ce qu'il pouvait prendre. Et son expression disait simplement et sans drame qu'elle était toujours là. Augustus Cole a mis son chapeau sur sa tête et est sorti. Personne ne l'a arrêté. Personne n'en avait besoin. Il n'y avait nulle part où il pouvait aller que les documents ne pouvaient le suivre. Nulle part où il pouvait fuir que la main soignée de Thomas Callahan ne pouvait l'atteindre. Le juge de circuit viendrait. L'examinateur fédéral viendrait. Les murs de ce que Cole avait construit s'effondreraient, comme tous les murs construits sur le vol finissent par s'effondrer. Pas d'un coup, mais pièce par pièce. La fondation cédant sous le poids de ce dont elle était faite. La pièce a expiré. Robert Henderson s'est assis lourdement sur la chaise la plus proche et a mis son visage dans ses mains juste une seconde, et Clara a posé sa main sur son dos. Et ce simple geste, la main sur le dos d'un homme qui s'était tenu droit pendant 2 ans, fut la chose qui a finalement ouvert la pièce, non pas au chaos, mais à la libération. Les gens parlaient, s'embrassaient et pleuraient sans gêne, et se disaient leurs noms comme on dit les noms des gens que l'on avait presque renoncé à trouver. Caleb s'est retiré du centre de tout cela et a laissé faire. Henry était au bas des escaliers, toujours, Grace à côté de lui, et Caleb s'est frayé un chemin jusqu'à eux à travers la foule. Henry regardait la pièce avec des yeux brillants, humides, et refusant absolument de verser une seule larme en public. Grace avait la tête inclinée, écoutant le son de la pièce, et son expression était d'un émerveillement pur et simple. « À quoi ça ressemble ?» lui a demandé Caleb. Grace a sérieusement considéré la question. « Comme quand un orage est terminé, a-t-elle dit, et que tout ressort. » Caleb l'a regardé un moment, puis il a dit « Ouais, c'est à peu près ça. » Il a trouvé Dorothy près de la fenêtre. Elle regardait la rue, pas la pièce, regardant la direction que Cole avait prise, non plus avec peur, mais avec l'attention d'une femme qui avait l'intention de mener cela à son terme, jusqu'au dernier document, à la dernière correction d'acte et au dernier jour de procédure légale nécessaire pour restaurer ce qui avait été pris. Elle avait l'air d'une femme qui avait trouvé la forme du prochain chapitre de sa vie, l'avait reconnu comme du travail plutôt que du repos, et était entièrement en paix avec cela. Elle l'a entendu s'approcher d'elle et ne s'est pas retournée. « Hale m'a surprise, a-t-elle dit. « Les gens font ça, a dit Caleb, quand on leur en donne l'occasion. » Dorothy est restée silencieuse un moment. « Thomas y croyait, a-t-elle dit. Il disait que la plupart des gens sont meilleurs que la situation dans laquelle ils se trouvent, que les mauvaises situations font paraître les mauvais choix nécessaires. » Elle a fait une pause. Il était plus généreux que moi. Il avait raison, cependant, a dit Caleb, sur la plupart des choses. Dorothy s'est retournée et l'a regardé. La lumière du matin était pleine maintenant, et elle montrait tout, l'épuisement, le chagrin, les 2 années à tenir bon, et sous tout cela, quelque chose qui avait été là tout le temps, mais qui était plus visible maintenant qu'une partie du poids avait été enlevée. Une femme qui s'était construite à la dure et savait exactement de quoi elle était faite. « Vous allez partir, a-t-elle dit. Pas une accusation, juste un fait qu'elle nommait. » Caleb l'a regardé. Il avait pensé à ce qui viendrait après le juge de circuit, l'enquête fédérale, les mois de procédure légale, la reconstruction des actes, des registres, des vies que Cole avait démantelées. Il avait pensé à ce que cela signifierait d'être ici pour tout cela. Si un homme qui avait passé des années à bouger parce que rester lui semblait être quelque chose qu'il ne méritait plus, pouvait réapprendre à rester. Il a pensé à Thomas Callahan, qui avait assez bien aimé sa femme pour mourir en protégeant ce qu'ils avaient construit, qui avait organisé ses preuves pour un étranger, croyant que l'étranger viendrait, croyant que l'étranger serait digne de confiance. Il a pensé à Grace, disant qu'elle pouvait entendre quand quelqu'un avait décidé quelque chose, la façon dont elle l'avait dit, la certitude de la chose. « Je n'ai pas encore décidé, a-t-il dit. » Dorothy a soutenu son regard. Les yeux prudents et calculateurs, immobiles et directs. Le voyant comme une femme voit un homme, elle n'avait pas détourné le regard quand elle aurait pu et décidait encore quoi faire de cela. « Quand vous le ferez, a-t-elle dit, faites-le moi savoir.
Ce n'était pas une invitation, exactement. Ou c'en était une, mais du genre qui exigeait quelque chose de la personne qui la recevait. Le genre qui disait « Je ne vous demande pas de rester. Je dis que si vous restez, il y aura quelque chose ici qui vaudra la peine de rester. » Le genre que Dorothy Callahan, qui avait été seule pendant 2 ans, ne s'était pas effondrée, ne s'était pas rendue, et s'était tenue dans le salon de May Winston, regardant Augustus Cole en face sans ciller, ne dirait qu'une seule fois. Caleb l'a regardé un long moment. Puis il a regardé la pièce derrière elle, Henry au bas des escaliers, essuyant finalement doucement son visage avec le dos de sa main, là où il pensait que personne ne pouvait le voir. Grace à côté de lui, la main sur le bras de son frère, souriant à un son auquel seule elle prêtait attention. May se déplaçant dans la foule avec du fait et l'autorité calme d'une femme dans sa propre maison. Robert Henderson levant les yeux de ses mains, la paume de Clara toujours sur son dos. Will Dawes dans le coin, 16 ans et se tenant déjà plus droit que la veille. Il a pensé aux 12 comtés, aux fois où ça avait bien tourné, à la différence entre les fois où ça l'avait fait et les fois où non. La différence, il le comprenait maintenant, n'était pas les documents, ni le juge, ni l'enquête, ni la procédure légale. C'était nécessaire, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était ceci. Une pièce pleine de gens qui s'étaient retrouvés, qui avaient cessé d'être seuls avec ce qu'ils savaient, qui s'étaient tenus ensemble en un seul endroit et avaient laissé la vérité être la chose la plus forte dans la pièce. Thomas Callahan l'avait su. Il avait passé 2 ans à construire vers cela, non pas parce qu'il s'attendait à survivre pour le voir, mais parce qu'il croyait que cela valait la peine d'être construit malgré tout. Caleb a de nouveau regardé Dorothy. « Il me faudra un endroit pour mon cheval », a-t-il dit. Dorothy l'a regardé. Quelque chose s'est produit sur son visage. Pas du soulagement, trop composé pour cela, mais un apaisement silencieux. Comme une chose qui se pose après un long temps en mouvement. « Nous avons une grange », a-t-elle dit, « ce qu'il en reste. » Et voilà. Pas une grande déclaration, pas une promesse grandiose. Juste une grange, un cheval et une femme qui avaient gagné le droit de dire ce qu'elles pensaient. Et un homme qui avait enfin cessé de passer son chemin. La voix de Grace a traversé la pièce, claire et certaine, parlant à quelqu'un que Caleb ne pouvait pas identifier, disant quelque chose qui a fait rire la personne à qui elle parlait. La tête d'Henry s'est tournée vers sa sœur, et il a répondu quelque chose. Et juste une seconde, il n'avait que 10 ans. Juste un garçon, le fils de son père et l'enfant de sa mère. Et rien de plus compliqué que cela. Thomas Callahan avait écrit ses preuves, les avait scellées dans une boîte et avait fait confiance à un étranger pour les ramener à la maison. L'étranger s'était arrêté. La boîte avait été ouverte. La vérité avait été assez forte. Et à la fin, c'était tout ce dont tout cela avait jamais eu besoin.